Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un livre et à travers ce livre d'une ligne, la ligne souverainiste et de son opposition ou pas, on va le voir, avec la ligne identitaire. On va en parler avec l'étude, le commentaire, l'analyse de ce livre Feu sur la droite nationale, réponse à Daniel Conversano et aux identitaires, paru aux éditions La Nouvelle Librairie et écrit par Rodolphe Carte. Alors, tout est parti d'un entretien, celui accordé par Daniel Conversano à Livre Noir. Un entretien qui a été un immense succès avec plus de 240 000 vues à l'heure actuelle. C'est assez gigantesque. Un entretien que j'ai écouté, comme bon nombre d'entre vous, j'imagine, et qui est vraiment de très bonne facture. Daniel Conversano a été vraiment excellent. Et cet entretien, il a provoqué des remous à droite, et notamment chez les souverainistes. Et Rodolphe Carte a donc décidé de répondre à Daniel Conversano dans un petit ouvrage que j'ai ici, qui est très court, qui se lit vite, moins de 90 pages en réalité. Donc c'est vraiment court. C'est à mi-chemin entre un pamphlet et un essai, puisqu'il y a le caractère quand même acrimonieux du pamphlet, mais qui est quand même largement contrôlé. C'est pas du tout quelque chose d'insultant, loin de là. Et on est aussi dans l'essai parce qu'il y a une argumentation, en tout cas une tentative, on va le voir. Sur certains sujets, c'est pas très concluant à mon avis. Donc un ouvrage qui a été écrit par Rodolphe Carte, qu'on voit ici, Rodolphe Carte, alors qui est un peu sorti de nulle part, Rodolphe Carte, c'est un intellectuel de droite, bon, même si on va le voir, il y a des grands aspects de sa pensée qui sont clairement de gauche, mais il a quand même un côté identitaire, donc ça en fait de facto quelqu'un de droite, en tout cas aux yeux des gauchistes, et qui est un peu sorti de nulle part, qui a été propulsé sur le devant de la scène par la revue Éléments, pour laquelle il est aujourd'hui journaliste. Voilà, il fait partie de la rédaction. Et il écrit aussi d'ailleurs à côté pour Front Populaire, la revue de Michel Onfray, l'actualité vue par les souverainistes, où il est totalement à sa place, on va le voir. Au-delà de ça, il a aussi effectué plusieurs conférences auprès de jeunes militants, notamment, là je vous mets en illustration, auprès du Rassemblement national de la jeunesse, on le voit ici avec son président. Et donc, il a une certaine influence auprès d'une partie de la droite. En tout cas, sa ligne qui est assez abominable, elle trouve une audience, ça c'est certain. Mais bon, il faut quand même noter que sans la nouvelle droite, sans ce tremplin qui a été pour lui la revue Éléments, il aurait quand même beaucoup moins d'audience et de légitimité, et je dis pas ça méchamment, je pense que même lui en est conscient, donc pas de souci avec ça. Et c'est d'ailleurs cette appartenance à la revue Éléments qui fait que je vous parle seul de ce livre, puisque un débat était prévu avec Rodolphe Carte, tout avait été acté, mais finalement, Rodolphe Carte a préféré l'annuler, enfin, le repousser de plusieurs mois, ce qui, bon, pour un livre qui fait l'actu, revient à l'annulation. En tout cas, si on ne joue pas sur les mots, je pense que c'est clairement ça. Pourquoi? Alors, parce que j'ai un tweet que j'ai fait, celui que vous voyez ici, l'aurait un peu piqué au vif. Bon, voilà, il y a eu un débat donc qui a été refusé de sa part pour un tweet où j'aurais été un peu piquant à l'égard de Rodolphe Carte en lui disant que Élément lui donnait la parole de manière démesurée, à mon avis. Bon, ce qui a pu être mal reçu par lui, je le conçois, d'accord, ok. Reste que, bon, sur le fond, je pense que, comme on va le voir au cours de cette vidéo, je pense que sa ligne n'a pas grand-chose à voir avec celle de la Nouvelle Droite et celle de la défense de la civilisation européenne, qui est quand même un petit peu la ligne conductrice de la revue Éléments et de la Nouvelle Droite de manière générale. En tout cas, je pense qu'il y a des aspects de sa pensée qui sont clairement en contradiction avec ça. On aura l'occasion d'y revenir. Voilà pourquoi j'avais dit ça. Bon, bref, le débat a donc été annulé. Bon, pourquoi pas. Moi, je trouve ça quand même assez médiocre, honnêtement. Le débat, c'est aussi d'échanger, de discuter, de s'opposer avec des gens avec qui on n'est pas du tout en accord, avec qui même parfois on peut avoir des échanges très salés. Je pense que, voilà, tant évidemment que ça verse pas dans l'insulte, dans l'ignominie, enfin, bien entendu, mais bon, si on débat qu'avec des gens extrêmement courtois et avec qui on est d'accord, bon, il y a un problème. Voilà. Bref, donc déjà, je trouve ça un peu bizarre, mais je pense que une partie de l'explication, et on va le voir au fur et à mesure de cette émission, elle est peut-être à chercher dans une forme de peur des arguments qu'on pourrait lui opposer, parce que vous allez voir, il y a énormément de choses à dire sur le fond des écrits de Rodolphe Carte, et je crains qu'à la fin de cette vidéo, sa ligne n'en sorte pas indemne. Voilà. Et peut-être que c'est ça qui a motivé ce refus, d'autant que ce revirement, il est arrivé après la réponse de Daniel Conversano, qu'il a effectué en privé auprès de ses abonnés, mais il a envoyé le lien de sa vidéo à Rodolphe Carte, et à sa vidéo que j'ai regardée après avoir préparé mon émission. Et bien dans sa vidéo, il y a quand même des arguments qui font mouche,
Et je pense que ça a dû refroidir un peu Rodolphe Carte. Peut-être, voilà. Allez, c'est une explication possible, potentielle. Je dis pas que c'est ça, mais je peux pas m'empêcher d'avoir cette idée-là dans un coin de ma tête. Alors rentrons dans le vif du sujet en esquissant une définition de souverainiste et d'identitaire. Voilà, souverainisme, c'est la ligne idéologique qui entend défendre la souveraineté de la France, en l'occurrence, c'est-à-dire la liberté totale pour son peuple de décider pour lui-même et en fonction de ses intérêts. Pour ce qui est de la ligne identitaire, et toujours pour rester simple, c'est la ligne qui entend défendre l'identité du peuple, et donc ici en l'occurrence du peuple français, et dans un ensemble européen, un ensemble civilisationnel européen, marqué donc par la biologie et la culture qui, mêlées, font la civilisation. Et donc les identitaires accordent une importance particulière à la question biologique. Et la grande différence de fond entre les identitaires et les souverainistes, c'est donc cette prise en compte de la biologie, qui est quand même extrêmement marginale, pour ne pas dire inexistante, chez les souverainistes. La question de l'identité profonde, charnelle, enracinée, biologique des individus et des peuples, c'est au mieux du mieux extrêmement accessoire. Autre différence entre les deux courants, c'est le rapport à l'Europe. Pour les souverainistes, pas question d'entendre parler d'Union européenne, d'Europe, etc. C'est la France et la France seule. Les intérêts de la France qui passent avant tout le reste. Et si les intérêts de la France rentrent en conflit avec les intérêts des voisins, tant pis pour eux. Tandis que pour les identitaires, conscients qu'il existe une parenté biologique et civilisationnelle entre les Européens, eh bien il est tout à fait logique ultimement, alors je ne parle pas pour tous les identitaires, mais c'est quand même une trame de fond qu'on retrouve globalement à des degrés divers, il est tout à fait logique qu'il y ait une entente entre peuples issus de la même civilisation, d'autant que l'ère d'affrontement géostratégique qui se profile à l'horizon favorise peut-être quand même des gros blocs d'influence, et l'Europe pourrait quand même avoir un rôle très important dans la marche du monde de demain, et les identitaires voient ça plutôt d'un bon œil. Et donc si jamais il y a possibilité à la fois de défendre les intérêts de la France, bien sûr, mais aussi de défendre les intérêts des voisins, quitte, pourquoi pas, je dis ça comme ça n'engage peut-être que moi, et je réfléchis en même temps que je parle, quitte pourquoi pas à rogner un peu sur les intérêts purement français si ça favorise la puissance européenne, sans jamais évidemment mettre en danger l'existence de la France, hein, bien entendu. Mais voilà un petit peu quand même une différence qui paraît peut-être minime pour certains, mais qui finalement arrive à créer un fossé. Voilà, qui peut mener parfois jusqu'à l'affrontement. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas être souverainiste et identitaire, même si tellement de souverainistes considèrent que la question biologique, identitaire, civilisationnelle, etc. est totalement mineure, que franchement ça en devient quand même compliqué d'être souverainiste et identitaire. Ça ne veut évidemment pas dire que les identitaires ne peuvent pas être souverainistes. C'est possible d'être à la fois porté sur la question de l'identité ethno-culturelle des Français tout en étant souverainiste. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ces grandes différences dont je viens de vous parler qui sont là. Et c'est de ces grandes différences-là que s'est créé ce débat. Voilà pour le tableau rapidement dressé. On aura l'occasion de toute manière au cours de cette vidéo d'étoffer tout ça. Alors pour entamer cette analyse, on va se pencher rapidement sur la ligne de Rodolphe Carte et en restant sur cette question souverainiste. Et on va se poser une question. Et si finalement Rodolphe Carte n'était pas complètement souverainiste? Ou alors, plutôt, pour être plus juste, est-ce qu'il n'emploie pas le terme souverainiste pour éviter d'employer un terme plus diabolisé, plus salissant, plus beauf, qu'est le terme de nationaliste? Parce que je suis désolé, mais quand on voit un extrait de ce qu'il a écrit dans un article d'Éléments, ça nous laisse quand même songeur. Regardez ça. L'intérêt français consiste à s'éloigner de cette dépendance à l'Union européenne, aux États-Unis, etc., pour devenir cette puissance régionale souveraine et dominatrice du continent. Alors là, très intéressant. Déjà, pour revenir sur ce que je vous disais il y a quelques instants, on est dans la revue Éléments, la revue pour la civilisation européenne, et on a un discours extrêmement nationaliste. Bon, il y a quand même une incohérence. Bon, faut pas déconner. Ça a motivé en partie le tweet que j'ai envoyé. Bref, parenthèse fermée. Mais surtout, ce qu'on voit là, c'est pas seulement du souverainisme, puisqu'un souverainiste devrait respecter la souveraineté des autres peuples, etc. En tout cas, c'est l'acception générale qui est employée par ceux qui s'en réclament aujourd'hui. Bon, là, on n'est pas dans ça. On est dans un nationalisme, et même un nationalisme offensif. L'intérêt français consiste à devenir cette puissance régionale souveraine, ok, alors là, pourquoi pas, et dominatrice du continent. Je suis désolé, mais c'est remplacer la fameuse emprise américaine ou la fameuse emprise de l'Union européenne par une emprise française sur les autres pays d'Europe. Bon,
c'est pas hyper souverainiste, cette histoire-là. Ou en tout cas, c'est souverainiste pour soi. Mais en fait, on est plutôt sur du nationalisme français assez classique. Donc déjà, employer ce terme souverainiste, je pense que c'est une manière quand même un peu proprette d'éviter un autre terme, plus juste pourtant, qui est celui de nationalisme, et qui est diabolisé, qui fait un peu beauf. Donc effectivement, il vaut mieux utiliser un autre terme qui est plus à la mode, on va dire, plus intellectuel, plus savant. Bon. En réalité, hein, c'est quand même globalement la même chose. En fait, le terme souverainiste, il est utilisé par les gauchistes qui se rendent compte peu à peu que finalement le discours de droite, il n'est pas si bête que ça et que effectivement, bon, le discours de gauche sur les identités nationales et compagnie, il n'est pas top. Mais du coup, étape par étape, avant d'arriver au nationalisme, mot un peu infamant pour eux, ou à la logique identitaire, alors là, c'est encore pire pour eux, bah, ils passent par la case souverainisme. Alors, ils peuvent y rester, hein, il y en a qui restent bloqués toute leur vie là-dedans. Mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a beaucoup de souverainistes qui ne se revendiquent pas de droite parce qu'ils viennent de la gauche, ou ils se sentent plus considérés par la gauche, ou pas totalement excommuniés, on va dire, s'ils emploient le terme souverainiste. Voilà. Bon, à mon avis, il y a quand même quelque chose là-dedans, et déjà, je pense que ça méritait d'être dit. Alors, au-delà de ça, quand on parcourt l'ouvrage de Rodolphe Carte, bon, on se rend vite compte quand même qu'il n'y a pas que le souverainisme non plus. Se dire souverainiste tout court, de sa part, c'est un petit peu un mensonge. Parce que le souverainisme n'est pas lié à la question économique. Il peut être le souverainiste avec des tendances libérales, des tendances sociales, etc. Je veux dire, c'est une vision de la souveraineté populaire. C'est pas une vision économique. Même s'il y a beaucoup de gens de gauche et donc de socialistes chez les souverainistes. Mais chez Rodolphe Carte, c'est quand même l'un des piliers de sa pensée, de son idéologie, c'est clairement le socialisme, le marxisme. C'est extrêmement clair. Donc en fait, si on veut définir cette ligne de Rodolphe Carte, le terme souverainiste me paraît un petit peu réducteur. Peut-être que pour être plus précis, il faudrait trouver un terme qui mélange à la fois nationalisme et socialisme. Bon, je troll un peu parce que évidemment c'est pas un national-socialiste, puisque il est férocement anti-allemand, donc ça serait un contresens que de dire ça. Mais enfin, quand même, il y a ce côté à la fois nationaliste et marxiste. Et d'ailleurs, cet aspect marxiste de sa ligne idéologique, c'est pour moi la démonstration qu'il s'agit de quelque chose d'abominable et de ringard. Pourquoi je dis ringard? Parce qu'en réalité, Rodolphe Carte, mais alors, il n'est pas seul à faire ça à droite, très, très, très loin de là. Et alors, quant à la gauche, j'en parle même pas. Mais Rodolphe Carte pense le monde d'aujourd'hui avec une grille de lecture complètement dépassée, complètement ringarde. Et ça se voit dans la manière qu'il a d'empiler les citations. Il faudrait que je parle aussi de ces gens qui, à droite, empilent les citations à plus savoir qu'en faire. Ça m'a toujours horripilé. J'ai toujours trouvé que c'était un grave manque de personnalité. Voilà, mais bon, bref, passons. En tout cas, il en empile les citations d'auteurs qui sont complètement dépassés. Voilà. Cette analyse du monde qu'il base en grande partie sur des auteurs complètement... Alors déjà des auteurs de gauche à foison, mais en plus des auteurs type marxiste et compagnie, ça n'a pas de sens aujourd'hui en fait. Et ça, c'est quelque chose que la droite doit essayer de comprendre. Alors la gauche, on n'en parle pas parce que c'est perdu, mais il faut que la droite comprenne qu'il y a un énorme travail de mise à jour idéologique à effectuer. Nous ne sommes plus dans le même monde que les auteurs contre-révolutionnaires, que les auteurs marxistes, etc. C'est complètement délirant de se réclamer de ces gens-là qui vivaient dans un autre monde. Je ne vais pas refaire tout mon développement que je fais souvent sur le bouleversement extraordinaire qu'a représenté l'après-guerre ou la Seconde Guerre mondiale, qui a marqué grosso modo l'entrée dans l'ère du pétrole. Okay, avec un chamboulement de notre société, de notre mode de vie, des évolutions sociales, etc., toutes liées au pétrole, et d'ailleurs pas à la bourgeoisie, etc. Hein, ça, on va y revenir, mais bon. Nous sommes rentrés dans un monde de l'abondance, du confort et du progrès. Et ce monde-là, il n'a rien à voir, ou presque rien, à voir dans énormément de compartiments avec le monde d'avant. Et donc voir le monde d'aujourd'hui avec les lunettes idéologiques de personnes qui ont vécu autant la révolution industrielle, autant la révolution tout court, ou même au début du XXe, ça n'a aucun sens. On peut bien entendu s'appuyer sur des idées un peu intemporelles et bonnes qui existent chez ces auteurs-là, et d'ailleurs on peut remonter à bien plus loin, jusqu'aux Grecs, hein, pas de souci, mais il y a un moment où il faut accepter que le monde est tellement différent qu'il faut une mise à jour idéologique. Et ça, il y a énormément de gens qui ne l'ont pas compris, et Rodolphe Carte, malheureusement, fait partie de cette catégorie de personnes. Il n'analyse le monde qu'à travers un prisme complètement ringard, ce qui fait que malheureusement, il se trompe totalement dans son livre sur à peu près tous les sujets. Alors après ce préambule, on est parti pour l'analyse du texte. Alors on va commencer par l'avant-propos. Très intéressant. Première phrase de sa part, très sport, et c'est assez logique, hein. En même temps, ça aurait été
incorrect de ne pas le faire, mais je veux dire, c'est quand même sympa. Et tout au long d'ailleurs de ce livre, on sent quand même la main tendue, plus ou moins. Parfois, on va le voir, c'est pas le cas, mais on sent quand même qu'il y a une volonté de dialogue et d'aller ensemble vers un avenir où souverainistes et identitaires peuvent combattre côte à côte. Donc ça, bon, déjà dans le livre, je trouve que c'est pas un pamphlet complètement injurieux et grossier, au contraire, c'est quand même assez constructif et on tombe pas dans l'insulte. Voilà, donc c'est tout à son honneur, voilà. Et en plus, ça se lit bien. Enfin, évidemment, il y a beaucoup de choses de positives à dire sur cet ouvrage, bien entendu. Mais bon, je vais évidemment me concentrer sur les passages où je suis moins d'accord. C'est le jeu, mais sachez quand même qu'il y a plusieurs analyses avec lesquelles je suis en accord. Voilà, il n'y a pas de problème. Et Rodolphe, malgré le fait qu'il ait refusé le débat avec moi, ce que je trouve honnêtement pas très bien. Malgré tout, on s'est déjà rencontrés en vrai et c'est quelqu'un de très sympathique. Et il sait que même si je l'interpelle comme étant un gauchiste à chaque fois que je le vois, c'est toujours avec bienveillance. Bref, alors on est parti. Première ligne donc positive. Avant de commencer ce livre, je te conseille à toi lecteur d'aller écouter l'entretien que Daniel Conversano, promoteur du racialisme blanc, a donné sur YouTube pour le média Livre Noir. Alors, c'était obligé, ok, mais je trouve que c'est quand même élégant, donc voilà. Et d'ailleurs, moi, je conseille à ceux qui ne sont pas forcément d'accord avec la ligne souverainiste d'acheter cet ouvrage, qui est intéressant, qui déroule un discours articulé, qui est peut-être faux dans ses fondements, mais qui est quand même intéressant et qui permet de participer au débat d'idées. Donc moi, j'adore le débat d'idées, je pense que c'est comme ça qu'on avance vers quelque chose de juste et de vrai. Donc c'est très intéressant à la fois d'écouter Daniel Conversano, de le lire aussi parce que c'est un écrivain, un essayiste, mais aussi en même temps de lire Rodolphe Carte. Et donc moi aussi, je vais commencer cette vidéo en vous appelant à acheter le livre de Rodolphe Carte. Vous allez voir, c'est intéressant et surtout, ça permet de stimuler sa pensée, ce qui est essentiel. Ensuite, très vite, voilà ce qu'il écrit. Les identitaires doivent accepter qu'ils ne sont pas les seuls légitimes à parler d'identité, mais aussi arrêter de soutenir que tous les souverainistes sont des universalistes, des immigrationnistes ou des promoteurs du métissage. La majorité des souverainistes a pris conscience de l'enjeu que représentent les changements démographiques pour l'avenir du pays. Alors, première réaction, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Voilà, là, je pense qu'il faut apporter des éléments de preuve à ça. Alors, un sondage, c'est peut-être un peu acrobatique, mais enfin, quand on regarde les figures de proue des souverainistes, quand on regarde les discours des souverainistes sur les réseaux sociaux ou dans leurs revues, etc., je suis désolé, mais la question identitaire, elle n'est pas du tout prise en compte, ou en tout cas, pas du tout autant qu'elle le devrait. Je dis pas autant que les identitaires voudraient, hein, attention. Non, mais c'est juste que, voilà, là, c'est une affirmation. Voilà, la majorité des souverainistes a pris conscience de l'enjeu que représente un. Je suis désolé, hein, c'est une affirmation qu'on retrouve à 2-3 autres endroits. Il va falloir apporter des éléments de preuve. C'est pas possible d'affirmer ça comme ça, puisque toutes les expériences que j'ai pu avoir à titre personnel, et je suis clairement pas le seul avec les souverainistes, oui, il y en a certains qui sont conscients des problématiques identitaires, ok, mais c'est quand même pas une majorité. Donc là, c'est très facile de dire la majorité des souverainistes est conscient des problématiques identitaires. C'est sympa, c'est mignon, mais il faut le prouver. Et d'ailleurs, dès la page 16, on retrouve cette citation. Aucun souverainiste ne nie qu'il est plus facile d'intégrer 1000 Italiens que 1000 Algériens. Bon, déjà, il faudrait aller au bout de cette logique. Si les souverainistes sont conscients de ça, que les Italiens sont plus faciles à assimiler que les Algériens, il faut aller au bout de la logique et aller jusqu'à la question biologique. Parce que si les Italiens sont plus faciles à assimiler, c'est pourquoi? Alors, il y a une culture commune, une langue plus commune. OK. La civilisation européenne qui les lie, d'accord. Mais il y a aussi la question biologique. Par exemple, un descendant d'Italien qui est né en France, qui a été élevé dans ce pays, etc., et qui donc parle parfaitement français, comment tu le distingues d'un Français lambda? La couleur de peau est quasiment la même. Alors, vous pouvez me dire, oui, un peu plus bronzé. Alors déjà, il y a plein d'Italiens dans le Nord qui ne sont pas du tout comme ça. Mais même dans ces cas-là, vous voyez, dans le sud de la France, il y a aussi des gens qui ont la pommade. Bon, donc la distinction, elle est pas évidente à faire. Et ça, c'est clairement une donnée biologique. Bon, et au-delà de ça, évidemment qu'il y a d'autres données biologiques qui rentrent en ligne de compte. Mais je veux dire, si les souverainistes sont tous capable de dire, c'est ce que dit Rodolphe Carte, hein. Là encore, il faudrait le prouver, j'y crois pas une seule seconde, mais si tous les souverainistes sont capables de dire que les Italiens s'intègrent plus à la France plus facilement que les Algériens, ok, mais il faut aller au bout de la logique et arriver sur des thématiques identitaires pour reconnaître que ce qui permet aux Italiens de s'intégrer plus facilement, c'est purement leur identité biologique. J'ai beaucoup de mal avec ces affirmations, voilà, je pense que c'est du pipeau. Je pense que tous les souverainistes ne sont pas sur cette ligne-là. Et même s'ils l'étaient sur la question italien contre algérien, je pense que si on leur parle de Danois contre Algériens, il y aura déjà beaucoup plus de complications. Donc voilà, je
Je suis assez mal à l'aise avec ça. Je pense que c'est faux. Voilà. Et si c'est pas faux, va falloir me le prouver parce que quand même, je me répète, hein, mais les interactions que j'ai avec les souverainistes, les lectures que j'en fais, bon, j'ai du mal à y croire. Mais pourquoi pas, hein, bon. Rodolphe Carte continue. Les souverainistes se distinguent des identitaires par la prise en compte d'autres raisons que la simple opposition tribale. Bon, et, Rodolphe, on est d'accord, hein, évidemment que les identitaires ne sont pas des débiles mentaux qui croient qu'il n'y a que la biologie et que ça qui rentre en ligne de compte pour expliquer les phénomènes sociaux et compagnie. Ça n'a pas de sens. Évidemment qu'on est conscient qu'il y a énormément de facteurs qui rentrent en ligne de compte pour expliquer le monde dans lequel on est. Voilà. Qu'on fasse de la question identitaire quelque chose de fondamental ou en tout cas de très important ne fait pas de nous des gens qui ne sommes pas capables de comprendre que le monde est complexe, hein, évidemment. Bon, bref. Les souverainistes ne rejettent nullement qu'une part de l'explication tient à des motifs ethniques et religieux, mais complètent cette réflexion par une analyse sociale. Et même, ne craignons pas d'employer une expression forte de sens, par une observation fondée sur la lutte des classes. Bon, bah là, on retombe sur le marxisme. Je suis désolé, mais bon, là, c'est vraiment trop pour moi. Il y a un moment où il faut accepter que le marxisme n'a plus aucun intérêt aujourd'hui. Il avait un minimum de sens, et je dis pas de justesse, hein, attention, de sens au 19e siècle, au 20e siècle, au début du 20e siècle, quand il y avait des gens dans les mines, quand il y avait de la grande pauvreté, etc. Mais aujourd'hui, la lutte des classes, faut pas déconner. Le prolo qui est en usine, il meurt pas dans les mines, il meurt même pas sur la chaîne, même si ça peut arriver des accidents de travail, bien entendu. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce qui était le cas avant. Et donc, continuer à se réclamer de la ligne marxiste dans le monde moderne, franchement, je pourrais en faire des tonnes là-dessus, à quel point ça n'a aucun sens. Je vais rester court, mais c'est vraiment du délire. Le monde a changé. Voilà. Même le petit prolo d'aujourd'hui vit mieux que le roi Louis XIV. Okay, donc, évidemment que la question de la lutte des classes, qui pouvait avoir une pertinence, je ne répète pas une justesse, mais une pertinence à un moment donné de l'histoire européenne, aujourd'hui n'en a plus aucune. Mais comme Rodolphe Carte, comme les souverainistes, comme beaucoup de gens malheureusement, sont des ringards qui sont encore à regarder le monde d'aujourd'hui avec des lignes idéologiques complètement dépassées, et ben leurs analyses, au final, elles sont fausses. Voilà. Et se réclamer de la lutte des classes aujourd'hui, bon, ça donne le ton, hein, mais là, on est vraiment dans du délire. Alors, je continue. En effet, les identitaires et la droite en général se méfient de l'analyse économico-sociale. Et là, il donne plusieurs raisons, je vous en cite une. L'analyse économico-sociale remet en cause la prédominance de la conscience raciale ou ethnique de la communauté. Ce sont davantage les sensibilités sociales qui déterminent les clivages politiques et culturels, comme l'ont montré Christophe Guilluy et Jérôme Sainte-Marie. Alors là, je suis désolé, mais il faut être complètement coupé du réel pour croire que dans la France de 2023, les clivages politiques et culturels ne sont pas, au moins de manière significative, pour ne pas dire de manière majoritaire, déterminés par la seule question identitaire. Christophe Guilluy, quand il parle de la France périphérique, oui, on peut y voir une analyse sociale de tout ça. Enfin, on va pas se mentir, Christophe Guilluy ne peut pas le dire. Il n'a pas le droit de le faire. Mais nous, on va le dire. C'est la France blanche, en fait, dont il parle. Alors, oui, il y a aussi la France blanche dans les villes avec la bourgeoisie des villes, etc. Ok, enfin, voilà, c'est quand même avant tout une question ethnique. Et d'ailleurs, c'est assez malhonnête de dire Guilluy, il a prouvé que c'était social, économique et compagnie, alors même que Guilluy, n'ayant pas le droit d'employer une autre explication, bah, c'est quand même délicat de dire, vous voyez, il a prouvé que c'était économique. Non, parce que s'il avait pu dans son équation, mettre la question identitaire, Guilluy, peut-être que son bouquin, il aurait été radicalement différent. En fait, il n'aurait pas été radicalement différent. C'est juste qu'il aurait transformé une grande partie de ses explications économico-sociales en explications ethniques. Mais bon, voilà, il y a une fracture ethnoculturelle, civilisationnelle gigantesque en France. Bon, il y a un moment où on ne peut pas mettre tout sur le dos de l'économie, très loin de là. En réalité, d'ailleurs, plus le temps avance, plus cette ligne de fracture, elle est quasi intégralement ethnoculturel. Et d'ailleurs, même dans les cas où ce sont des explications socio-économiques qui sont mises en avant par les chercheurs, bon, en réalité, est-ce qu'il y aurait cette fracture entre France périphérique et France des villes dans une France homogène ethnoculturellement? Bah, je pense que oui, toujours un peu, on y reviendra, ça a toujours été le cas dans l'histoire de l'humanité, mais enfin, dans un monde homogène, je suis désolé, mais les tensions internes au groupe, elles diminuent drastiquement. Donc déjà, rien que là-dedans, il y aurait de quoi dire. Bon, bref, passons. Rodolphe Carte continue un petit peu son distinguo identitaire souverainiste.
Pour simplifier, si le souverainiste et l'identitaire sont d'accord pour dire que les loups sont dans la bergerie, le souverainiste, au lieu de pointer du doigt uniquement les loups, s'en prend aussi à ceux qui ont enlevé la clôture, à ceux qui avaient et ont encore tout intérêt à accroître l'immigration étrangère en France et en Europe. Bon, là, pas mal de choses à dire également. Premièrement, donc les identitaires sont encore trop cons pour comprendre qu'il y a des promoteurs de l'immigration et donc les identitaires, ils sont tellement débiles qu'ils tapent uniquement sur les immigrés. Voilà, bon, c'est tellement caricatural, franchement. En fait, bon, pour répondre à ça, évidemment que les identitaires ne tapent pas que sur les immigrés. Pour que ce soit clair. Donc je comprends même pas comment cet argument a pu arriver dans la tête de Rodolphe Cart. Enfin, je comprends comment il a pu arriver dans sa tête. Alors dans les pages de son livre, franchement, bon, je trouve ça tellement caricatural que c'est étrange. Bon, bref. En fait, le problème, c'est la désignation de l'ennemi principal. Et là, il y a effectivement de grandes dissensions internes au sein de la droite, et je trouve ça absolument horrible de voir les énormes erreurs de désignation de l'ennemi principal qui sont faites dans notre famille politique. Bon, là, Rodolphe Cart, son adversaire principal, c'est très simple, puisque c'est un marxiste, c'est la bourgeoisie. Bon, voilà. Alors, c'est un discours qui rappelle quand même, et je dis ça parce que tout au long du livre, on en a quand même cette petite musique qui revient à plusieurs reprises, c'est un discours qui rappelle quand même celui d'égalité et réconciliation et d'Alain Soral. Hein. Voilà. Alors, il n'y a nulle part mention des Juifs dans ce livre, mais enfin, quand il attaque la bourgeoisie, etc., parfois on peut se dire que le terme a été remplacé. Alors, je ne dis pas ça complètement au hasard, même si je ne pense pas du tout que Rodolphe Cart soit un soralien. Hein. Enfin, quoique, j'en sais rien, mais je ne pense pas. Mais enfin, quand même, c'est lui qui avait présidé au dossier d'éléments sur les youtubeurs de droite, les youtubeurs dissidents. Je ne sais pas si vous en souvenez. Et quand même, parmi ceux qui avaient le plus haut taux de dissidence, bon, il y avait Alain Soral qui était à 100% de taux de dissidence. C'était le plus haut des youtubeurs classés par la rédaction d'éléments et notamment l'équipe chapeautée par Rodolphe Cart. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire quand même. Lesquin, pareil. 80%. Bon. Est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être quelque chose? Bon, j'exagère un peu, mais en fait, pour moi, c'est tellement le discours de R, sans les juifs qui ont été remplacés par les bourgeois, que c'est un peu bizarre. Voilà. Je sais que je ne suis pas le seul à avoir pensé ça. Daniel Conversano, qui a lui aussi analysé ce bouquin, a eu la même impression. En tout cas, force est de constater que les identitaires ne tapent pas uniquement sur les immigrés, mais aussi sur ceux qui les font venir, bien entendu. Et c'est pour ça que moi, à titre personnel, j'ai identifié comme ennemi principal l'idéologie gauchiste. C'est-à-dire, pour faire extrêmement simple, cette pulsion du ressentiment et de la destruction qui a été maquillée depuis la nuit des temps, hein, elle existe depuis la nuit des temps, qui a été maquillée de grands idéaux et qui s'exprime aujourd'hui par le camp politique qui défend voilà, l'égalitarisme, c'est-à-dire, pour faire extrêmement simple, et là pour revenir un peu à la distinction souverainiste-identitaire, l'égalitarisme, c'est la croyance presque religieuse selon laquelle les différences entre sexes, entre individus ou entre populations sont uniquement dues à des causes sociales, culturelles, acquises, et absolument pas, ne serait-ce qu'en partie, ne serait-ce qu'un minimum, à des causes génétiques, biologiques, innées. Voilà ce qu'est le gauchisme, une pulsion du ressentiment et de la destruction qui s'appuie sur le logiciel de l'égalitarisme et qui, au bout du compte, que ce soit de manière consciente ou non, amène à la destruction de notre civilisation au nom de l'immigration sans limite, au nom du vivre ensemble, qui est totalement possible dans leur logiciel à eux, mais le réel n'est pas d'accord avec ça, évidemment, mais bon, c'est leur logiciel à eux, au nom de la mise sur un piédestal des minorités au-delà même de la majorité, bon, ce qui est quand même incroyable, au nom de la justice sociale qui n'a absolument rien de juste, enfin bref, vous connaissez l'idéologie gauchiste comme ça, mais pour le coup, cette idéologie-là, c'est l'ennemi principal. Sauf que Rodolphe Cart et toute cette droite anticapitaliste, antilibérale et compagnie, elle ne peut pas désigner le gauchisme comme ennemi principal puisqu'elle s'inspire idéologiquement de cette mouvance en se référant à la lutte des classes, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a un hiatus aussi. C'est pas qu'on ne désigne pas d'ennemi autre que l'immigré, pas du tout. Au contraire, c'est juste que l'ennemi que, allez, je désigne, mais que beaucoup d'autres désignent,
ne leur convient pas. Et eux, ils préfèrent pointer du doigt la bourgeoisie, le patronat. Et d'ailleurs, Rodolphe Carte, il enchaîne immédiatement. Si l'on s'en tient aux causes et non aux effets, ce ne sont pas les immigrés, mais bien la classe dirigeante française qui est à l'origine de l'état de notre pays. C'est bien elle qui a permis, mis en place et soutenu le narratif visant à culpabiliser le peuple de souche, l'éducation des jeunes extra-européens dans la haine de la France, l'intégration européenne au détriment des intérêts nationaux, le démantèlement des frontières et l'immigration de masse. Donc pour lui, évidemment, bourgeoisie, patronat, il cite bien entendu les propos de Bouygues valorisant l'immigration, etc. Bon, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus dans cette vidéo, mais déjà, l'accusation selon laquelle les identitaires ne tapent que sur les immigrés est fausse. Voilà. C'est le gauchisme, dont la victoire idéologique a été permise par 39-45. Je ne vous fais pas de dessin de pourquoi cette rupture historique a provoqué les conditions permettant aux gauchistes malheureusement de gagner, après-guerre, avec le couronnement, on va dire, officiel du gauchisme en 1968, et qui est aujourd'hui encore malheureusement à court. Mais cette idéologie gauchiste-là, c'est elle qui est la première responsable. Que derrière, le patronat ait joué un rôle. Alors, peut-être effectivement, par pure volonté de s'enrichir, par pure cupidité. Voilà, pour faire des économies qui, à la fin, permettraient d'avoir une meilleure marge, un meilleur bénéfice. Ok, pas de souci avec ça. Je suis capable de reconnaître qu'il y a un ensemble d'éléments multifactoriels qui expliquent cette situation. Voilà, comme quoi les identitaires ne sont pas complètement cons. D'accord, mais aussi dans cette volonté des grands patrons dans les années 60, 70, 80 et même encore aujourd'hui, malheureusement, de faire venir des immigrés extra-européens, il y a aussi l'influence du gauchisme, ou en tout cas, le fait que tant que le gauchisme n'était pas tout puissant en Europe, il y avait une barrière à cette folie de vouloir amener des millions de personnes chez nous. Voilà. Donc, le gauchisme, même si on s'en tient au rôle des patrons, il joue quand même déjà un rôle. Et c'est tout aussi malhonnête que compréhensible, puisque Rodolphe Carte, à plein d'égards, est un gauchiste, mais c'est quand même malhonnête de ne pas pointer du doigt cette idéologie-là. Voilà. Franchement, c'est très, très facile de s'attaquer à la bourgeoisie. Alors, à lire tout ça, on se dit que Rodolphe Carte, finalement, il n'est pas si souverainiste que ça. C'est surtout un mec de gauche, puisqu'il attaque les bourgeois, les patrons, etc. Alors, heureusement, à la fin de cette longue tirade, il en revient quand même au souverainisme, comme quoi il n'est peut-être pas si souverainiste que ça, au fond. Et il déclare: quand Conversano explique qu'il ne comprend pas le lien que font les souverainistes entre la mise en place de la monnaie euro, l'Union européenne et l'immigration, il oublie que tous ces éléments forment un système dans lequel toutes les parties sont intimement liées et dépendantes les unes des autres. Alors, je suis désolé, mais c'est une affirmation pour répondre à une question. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand Conversano explique qu'il ne comprend pas le lien, il faudrait lui démontrer en quoi il y a un lien. Et c'est pas fait avec cette affirmation. C'est peut-être bien joué rhétoriquement de répondre de manière assurée comme ça, mais c'est pas pour autant que ça donne des arguments. Voilà. Donc, Daniel Conversano n'aura pas de réponse à sa question. En quoi tout cela est lié, on ne le saura peut-être jamais, et peut-être qu'il n'y a pas d'explication. Allez savoir. Alors, d'ailleurs, on retombe page 22. Donc, il explique que tout est lié encore, mais pareil, c'est très très flou honnêtement. Et la phrase de fin, c'est celle-ci. Donc il dit si l'on tire un fil, c'est tout un nœud gordien composé de ces éléments qui apparaît. Et comme chacun le sait, un tel nœud ne se démêle pas, il se tranche. Et là, on rentre dans quelque chose que Daniel Conversano avait relevé dans sa vidéo et que je trouvais intéressant. C'est que on est face à un manque de concret total. Il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de plan factuel de comment les souverainistes, alors déjà de pourquoi les souverainistes ont raison, déjà, mais ensuite de comment ils arrivent au pouvoir, de comment ils font pour appliquer leurs mesures, comment ils gèrent tout ça. Non. Là, on a cette phrase, comme chacun le sait, un tel nœud ne se démêle pas, il se tranche. On tranche le nœud gordien. Ok. Ouais, mais ça, c'est une grande phrase. C'est sympa, rhétoriquement, toujours, mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Ça veut pas dire grand-chose. Rodolphe Carte n'est pas le seul du tout à manquer de concret, mais franchement, c'est toujours assez exaspérant de voir ça. Alors vient ensuite un passage assez extraordinaire qui m'a beaucoup fait rire. Le sursaut identitaire est majoritairement adolescent et post-adolescent. Bon, alors, c'est suivi d'une démonstration très bancale pour expliquer tout ça. Bon, comment dire ça? C'est justement l'inverse. C'est tout à fait justement l'inverse. Et pour prouver ça, j'ai juste donné un élément factuel que tout le monde pourra vérifier autour de soi.
On connaît bien entendu des gens qui ont une ligne identitaire ou assimilée, qui étaient auparavant souverainistes. Par contre, l'inverse est beaucoup plus rare. En réalité, le souverainisme, et je l'ai dit en intro, hein, c'est le pont entre les gauchistes qui peu à peu se rendent compte que finalement la droite dit pas que des conneries et l'arrivée à la droite et ensuite aux identitaires. Donc c'est quand même fort de café. Je rappellerai, alors là ça paraît forcément un peu présomptueux et compagnie, un peu salaud, mais j'assume. Rodolphe Carte est quelqu'un qui est assez jeune, il est né en 93, alors c'est pas tout jeune, mais qui est quand même assez jeune, qui vient d'arriver tel une météore dans la mouvance de droite, hein, propulsé par la revue Éléments, la Nouvelle Droite. Ok, mais en fait, tous ces questionnements idéologiques, toutes les lignes là qu'il est en train de prendre, euh, comment dire ça, on est tous passés par là, par cette réflexion sur le nationalisme ou le souverainisme, par l'idée qu'effectivement, il y a une élite, alors les bourgeois pour certains, les juifs pour les soraliens. On a tous été séduits à un moment ou à un autre, à un degré ou à un autre, par des penseurs de gauche ou des visions de gauche sur certains sujets, etc., etc. C'est ça, l'adolescence idéologique, en fait. Sauf que le temps passe, et une fois que la maturité vient, on passe à autre chose, on entre dans le monde adulte, et là, on se rend compte que la question de l'identité biologique, pour faire simple, a une importance primordiale. On se rend compte que énormément de ces lignes idéologiques qu'on a pu avoir par le passé, bah, elles manquaient quand même de profondeur, etc. Et c'est assez amusant de voir Rodolphe Karts qui arrive tout juste dans le milieu avec plein de certitudes. Voilà, le jeune provincial qui monte sur Paris et qui renverse la droite, qui rappelle à quel point la question marxiste est importante, etc. Qui a l'impression que c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Comment te dire, Rodolphe? On est tous passés par là. La ferveur adolescente, elle est de ton côté. C'est horrible à dire, je vais passer pour un énorme salaud et je comprends, voilà, je suis désolé, mais c'est ça la vérité. Ce bouquin décrit la ligne idéologique de quelqu'un qui n'a pas la maturité politique suffisante pour comprendre la société dans laquelle il est. Donc se voir accusé d'être un adolescent, franchement, c'est quand même génial. Allez, on avance un petit peu, on se retrouve page 26 avec cette double citation, je coupe au milieu. C'est pour la beauté du geste. Le souverainisme est avant toute chose un matérialisme et un réalisme politique. Pas mal. Voilà, du coup, ça donne envie, hein. Et puis quelques lignes en dessous. Un souverainiste considère la question identitaire comme secondaire par rapport à celle de la souveraineté. Bah, je suis désolé, mais il y a une grosse problématique là-dedans. C'est que malgré le fait que tu dises que les souverainistes sont tous majoritairement conscients qu'il y a une question identitaire, hein, la réalité, c'est qu'en fait, il y a très peu de souverainistes qui prennent en compte un élément matériel et un élément du réel, hein, le réalisme politique, bon, qui est la question biologique. L'impact de la question biologique sur les différences entre individus et sur les différences entre populations, je suis désolé, mais c'est un impensé des souverainistes. En tout cas, c'est quelque chose qu'ils cachent très bien parce qu'ils n'en parlent jamais. Voilà. Toi, tu en parles dans ton bouquin, c'est très bien, c'est super intéressant et pour le coup, c'est pas mal parce que ça permet justement d'avoir une vision souverainiste un peu connectée au réel, donc c'est très bien. Mais on va pas se mentir, quasiment aucun souverainiste ne parle de ça. Donc quand tu dis c'est le camp du réalisme politique et du matérialisme, bon, tout en disant la question identitaire est secondaire, mais en fait, c'est même pas ça. C'est qu'il y a énormément de souverainistes qui ne parlent même pas de ça, qui ne considèrent cette question que comme totalement anecdotique. Et quand ils la considèrent de manière secondaire, c'est jamais en allant au bout des choses et en allant au bout de l'importance de la question biologique, en allant jusqu'à sa nature même, en parlant de génétique, de différence entre les populations, etc. Ils n'osent pas le faire. Et c'est pour ça que leur logiciel est pourri à la fin. Bref, en tout cas, quand tu dis la question identitaire est secondaire par rapport à celle de la souveraineté, je ne sais même pas comment c'est possible de penser ça. Alors, dans un monde idéal, dans un monde où il y a peu d'extra-européens en France, etc. Bon, pourquoi pas? Mais il faut ouvrir les yeux, Rodolphe. Et je sais que tu les as ouverts en plus, donc c'est pour ça que ça m'étonne de lire ça sous ta plume. Mais la question identitaire n'est pas du tout secondaire au vu du contexte actuel. On vit dans une France où on aura bientôt, dans moins de 20 ans, 50% des moins de 18 ans qui seront extra-européens, où on sera près des 50%. Je sais pas si... Enfin, des moins de 18 ans. Je veux dire, c'est colossal, le bouleversement démographique de notre pays. Il n'y a rien de plus important
que ça. Pourquoi? Parce que la souveraineté peut se reconquérir. Par contre, l'identité ne peut plus être modifiée une fois qu'elle a été transformée. On ne peut plus la retrouver. Donc là, en fait, il y a un phénomène d'urgence. Donc se dire souverainiste aujourd'hui, je suis désolé, mais c'est ringard en fait. Voilà, c'est à nouveau ringard. Cette ligne-là, je suis désolé, je peux pas le dire mieux, elle est ringarde. Il y a 30 ou 40 ans, mais ouais, c'était une bonne ligne, super, ça aurait été intéressant. Mais là, aujourd'hui, c'est plus du tout le sujet. Le sujet, c'est juste de comment on va faire pour que la France ne devienne pas l'Afrique du Sud. Le reste, c'est la souveraineté de Bruxelles, de Washington ou de Moscou pour les russophiles. C'est pas un sujet. Enfin, c'est un sujet aussi, bien entendu, évidemment. Mais dans 20 ou 30 ans, ça sera un sujet totalement secondaire. Parce que le plus important, c'est le peuple, c'est le contenu, pas le contenant. Même si le contenant a évidemment son importance et qu'on aurait tous aimé préserver le contenant, la France, le plus possible. Mais sauf que là, faut arbitrer. Il y a urgence en fait. Il y a des gens qui meurent tous les jours sous les coups des extra-européens. Il y a un moment où voilà, on ne peut plus dire que la question identitaire est secondaire. Voilà. Et tout ça sans même aller au fond des choses, c'est-à-dire aller jusqu'au fond de la question biologique, chose que très peu de gens à droite osent faire, y compris dans les gens qui sont dans la mouvance identitaire. Il y a très peu de gens qui ont, par exemple, réalisé les vidéos que j'ai pu réaliser moi sur la question des différences biologiques entre les individus et entre les populations. Voilà. Bon, passons à une autre citation, page 28. « Si la gauche se perd dans son misérabilisme exotique en voyant en chaque immigré un futur Montaigne, les identitaires se complaisent à voir par romantisme et posture en chaque enfant blanc Newton, Alexandre ou Homère. » Bon, déjà, la gauche ne voit pas en chaque immigré un futur Montaigne. C'est quand même assez caricatural, même si c'est vrai que c'est le discours de certaines élites, mais enfin, passons. De la même manière, les identitaires ne voient pas chaque enfant blanc comme Newton, Alexandre ou Homère. Potentiellement, pourquoi pas? Mais enfin, c'est quand même très, très caricatural. Enfin, c'est un essai sur le ton du pamphlet parfois, donc bon, pourquoi pas un peu de caricature. Mais bon, c'est quand même, encore une fois, faire passer les identitaires pour des débiles. Bon, je comprends la logique, mais c'est quand même un peu inélégant. Par contre, sur cette citation, quelque chose d'essentiel. On ne peut plus avoir d'Homère, d'Alexandre, de Newton potentiel dans une société tiers-mondisée et grand remplacée. Donc en fait, c'est là où la question identitaire, elle est essentielle et primordiale, contrairement à ce que tu dis. Les identitaires se battent pour que le peuple subsiste, mais que les potentialités, alors quand on parle des Européens, les potentialités sont énormes, hein, mais que les potentialités aussi subsistent. Parce que le jour où la France est submergée par la vague démographique qui vient, et que les souverainistes condamnent, mais tout en mettant quand même beaucoup de leur énergie à attaquer Bruxelles, etc. Le jour où cette vague elle arrive, il n'y aura plus effectivement de Newton, de Homère et d'Alexandre. Je suis désolé, mais moi je veux d'un monde où potentiellement, eh bien, on peut retrouver cette grandeur, ces grands personnages, cette grandeur civilisationnelle, etc. Donc c'est un argument assez identitaire finalement que tu donnes. Parce que des montagnes, chez ceux qui arrivent, il n'y en a pas. Par contre, des Homère, des Newton, dans les Européens de demain, il y en a peut-être. Mais par contre, il faut qu'ils aient un environnement qui leur permette de fleurir. Et cet environnement, il faut une politique identitaire pour qu'il existe. Alors là, on va rentrer dans le dur. On va rentrer dans le logiciel gauchiste au dernier degré. On est page 30 avec ce chapitre. Et à la fin, c'est toujours l'or qui gagne. Alors voilà ce qu'écrit Rodolphe Carte. Revenant sur un livre de Jared Taylor, militant nationaliste blanc nord-américain, Conversano explique dans l'entretien. Donc là, c'est Conversano qui parle. On se sent en sécurité en tant que blanc quand on vit entouré de blancs. Fin de la citation de Daniel Conversano et Rodolphe Carte écrit. N'importe quel kidam qui a déjà visité les grandes villes d'Europe ou d'Amérique du Nord pourrait rectifier la phrase en disant on se sent en sécurité en tant que bourgeois blanc quand on vit entouré d'autres bourgeois et qu'importe la couleur de ces derniers. C'est avec la haute bourgeoisie arabe, africaine et asiatique que s'encanaillent les blancs riches à Courchevel, à Saint-Tropez, dans n'importe quelle capitale occidentale. En fait, je crois qu'ils confondent deux choses. Daniel Conversano parle de sécurité. On se sent en sécurité entouré d'Européens, même s'ils sont pauvres. Et Rodolphe Carte lui répond la haute bourgeoisie ferait avec la bourgeoisie arabe, africaine et compagnie. Bon. Mais c'est pas du tout la même chose. Déjà, le propos de Daniel Conversano est très juste. Il suffit d'aller en France, hein, il n'y a même pas besoin d'aller aux États-Unis, etc., où c'est la même chose, hein, et ou dans les pays nordiques, etc., où c'est encore plus le cas.
Mais globalement, vous allez en France, dans des zones qui sont encore préservées de l'immigration extra-européenne, même très pauvres. Vous allez dans la Creuse, etc. Bon, vous vous sentez pas en insécurité. Voilà, alors peut-être dans certains coins très précis, mais enfin, je veux dire, c'est rarissime. Par contre, vous allez dans un coin où il y a beaucoup d'extra-européens et qui ont pourtant un niveau de vie, alors que ce soit par les aides sociales ou autres, hein, mais qui est supérieur aux habitants de ces coins de Creuse, bah, vous vous sentez pas bien. Déjà, vous vous sentez pas bien parce qu'il y a un problème de différence civilisationnelle, puis ensuite, il y a aussi un problème de sécurité. Donc, voilà, je pense que sur la sécurité, c'est lunaire de dire que Conversano n'a pas raison. Évidemment que dans un monde européen, dans un pays européen, dans des zones européennes, même si la criminalité ne disparaît pas totalement, il ne faut pas déconner, mais dans le monde moderne, avec le confort, le progrès technique, etc., les institutions, la civilisation moderne, euh, c'est quand même très marginal de se sentir en insécurité dans un coin européen. Très, très marginal. Et d'ailleurs, finalement, Rodolphe Karts, il dit que c'est pas vrai, mais il part sur un truc complètement opposé, ce qui montre bien que peut-être qu'il n'y avait pas de contre-argument à ça. Donc, il parle de la haute bourgeoisie française qui va à Courchevel et à Saint-Tropez avec des extra-européens. Oui, un petit peu, mais enfin, globalement, la haute bourgeoisie française, elle reste quand même entre elles, de la même manière d'ailleurs que le reste du peuple, même s'il y a tendanciellement, c'est vrai, plus de contacts avec des étrangers. Je pense que là, il y a une exagération énorme de la part de Rodolphe Carte, mais qui n'a aucun sens, puisque ça ne répond pas à l'affirmation de Daniel Conversano. On part sur autre chose, et en fait, on revient sur une analyse marxiste des choses. Il veut absolument nous refourguer à ce truc-là, il veut nous le faire ingurgiter de force, et donc il continue en disant que cette bourgeoisie emploie toutes ses forces et toutes les stratégies possibles pour éviter de vivre avec les classes populaires. Cette séparation entre la bourgeoisie blanche et le peuple de souche résulte du nouveau système économique dominé par 5 millions de cadres. Bon, voilà. Alors, heureusement, parce que c'est un truc qui est complètement faux. Hein. Heureusement, c'est quelque chose qu'il va nuancer dans les lignes qui suivent et dans les pages qui suivent. Mais dire que cette stratégie de séparation sociale est nouvelle ou résulte d'un nouveau système, comment dire, c'est l'histoire de l'espèce humaine. Toutes les sociétés humaines, une fois qu'elles sont sorties du cadre primitif, bien entendu, peu à peu, à des vitesses diverses, bien entendu, et des niveaux divers, mais enfin, toutes les sociétés humaines complexes tendent vers cette séparation sociale. Bon, c'est pas nouveau hein, dans l'histoire française, évidemment que depuis la création de la France, les riches vivent plus avec les riches, les pauvres plus avec les pauvres. Bon, voilà, c'est pas nouveau ça. Et en fait, c'est là où je veux en venir parce que ça démontre l'absurdité totale de cette ligne idéologique et où on est dans le gauchisme. C'est-à-dire qu'on veut tordre le réel pour le faire coller avec son idéologie et qu'on veut nier le réel. Si cette séparation sociale entre riches et pauvres, elle existe depuis la nuit des temps et dans quasiment toutes les sociétés, ça veut bien dire qu'on est dans quelque chose qui a trait à la nature humaine. Et donc, la nature humaine étant ce qu'elle est, et on peut bien sûr essayer d'améliorer les choses, etc. Ok, mais on ne peut pas passer outre. On ne peut pas faire autrement que d'accepter cette réalité. Donc se plaindre de la bourgeoisie qui va plus avec les bourgeois qu'avec les pauvres, oui, enfin d'accord, mais bah là encore on est dans la pensée adolescente. En fait, c'est comme ça depuis la nuit des temps, c'est la nature humaine et il faut faire avec. Voilà. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas parfait. Et alors? Sinon, bah, on va effectivement vers le communisme pour faire en sorte que tout le monde vive dans les mêmes immeubles tout gris. Ok, bon, pourquoi pas? Et achète la même nourriture et la même voiture. Sauf que ça, moralement, idéologiquement, intellectuellement, c'est une horreur absolue. Et surtout, on ne peut y arriver que par le totalitarisme. Bon, je ne sais pas si c'est le projet souverainiste, hein, mais bon. Voilà. Donc, la nature humaine, il faut faire avec, tout simplement. Donc là, ce chapitre, il est vraiment gratiné hein, entre les propos de Daniel Conversano auxquels il ne répond pas. Il part dans un hors-sujet sur la bourgeoisie, ce qui est d'ailleurs logique. Hein, parce qu'en fait, s'il va au bout des choses, il est obligé de reconnaître qu'effectivement, dans les zones ethniquement homogènes composées d'Européens, bon, ben, on est en sécurité. Ce qui montre bien que la question identitaire, elle est essentielle. Elle est super importante en tout cas. Donc du coup, il ne peut pas reconnaître la validité de tout ça. Parce que sinon, la thèse de son livre, elle s'écroule. Donc c'est pour ça qu'ensuite il est parti sur la lutte contre la bourgeoisie, ce qui est le fil rouge de son livre. Vous allez voir, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, on passe page 36 avec l'idéalisation du passé. Voilà, le fantasme total, le fantasme réactionnaire qui va dans le sens d'une analyse gauchiste des choses, puisque le monde était mieux avant, mais depuis que le capitalisme a gagné,
eh bien, finalement, c'est terrible. Donc voilà la citation. Un homme n'est plus respecté pour son sang, ses ancêtres et ses titres de noblesse, mais pour son compte en banque, son capital économique et son statut social. Alors là, c'est une romantisation totale de l'histoire de l'humanité. Là encore, on est dans la pensée adolescente. De tout temps, la richesse, l'argent a été un élément extrêmement important de prestige social. Même chez les Grecs, civilisation magnifique s'il en est, civilisation de l'excellence, pas du tout gauchiste par ailleurs, même chez les Grecs, les intellectuels de l'époque et les historiens de l'époque, et les historiens d'aujourd'hui aussi bien entendu d'ailleurs, tout le monde note que l'argent est devenu l'un des critères principaux pour juger du prestige, de la puissance d'un individu. Donc là, je ne sais pas quoi dire de plus. Dans toute l'histoire de l'Europe, le prestige social était intimement lié à la richesse. Alors on peut le déplorer, on peut dire que c'est pas très bien, etc. C'est peut-être pas parfait, mais là encore, c'est la nature humaine, c'est comme ça, on n'y peut rien. Il faut essayer de limiter les excès de tout ça, évidemment, mais peut-être que c'est inévitable. Et en tout cas, il ne faut surtout pas dire que aujourd'hui, un homme n'est plus respecté pour son sang, ses ancêtres et tout. Rodolphe Carte, je ne sais pas d'où tu viens. Je ne sais pas si tu es un prolétaire ou un noble, je n'en sais rien. Mais sache que dans ce monde que tu sembles idéaliser, puisque tu dis un homme n'est plus respecté, donc c'est le monde d'avant par définition, dans ce monde-là, il y avait une telle séparation entre les nobles et le petit peuple que tu aurais trouvé très peu sympathique et très peu romantique le fait qu'il y ait un respect pour son sang, ses ancêtres et ses titres de noblesse. Je pense que tu l'aurais très mal vécu de voir un type inférieur à toi dans tous les domaines te dominer socialement parce qu'il a un meilleur sang, des meilleurs ancêtres que toi. Je pense que tu n'aurais pas du tout adoré. Ça, là, tous les gens de droite qui se disent contre-révolutionnaires, anti-libéraux et compagnie, qui fantasment ce monde d'avant, je pense qu'ils n'auraient pas apprécié en fait. C'est pas je pense et j'en suis sûr et certain. Bref, en tout cas, de tout temps, l'argent a fait le prestige des gens. Voilà, c'est comme ça, on peut le déplorer, mais c'est comme ça. Alors ça s'aggrave encore, la page suivante. Alors là, franchement, mais je ne sais même pas comment c'est possible d'écrire ça. Tout ça après avoir parlé de l'adolescence, des identitaires. Si une certaine droite a toujours attaqué le pouvoir de l'argent, parfois sous l'aspect de l'usure ou de la dette, c'est bien parce qu'elle avait compris. Donc parce qu'elle avait compris, ça veut dire qu'elle avait raison et que la proposition qui va suivre était la bonne. Elle avait compris que cet excrément du diable, selon l'expression de Sainte Thérèse d'Avila, le capitalisme et le libéralisme sont les agents de la confusion et de la perversion universelle des choses et des hommes. Donc je récapitule. L'argent, donc l'excrément du diable, l'argent, le capitalisme et le libéralisme sont les agents de la confusion et de la perversion universelle des choses et des hommes. Très compliqué, très très compliqué. Là, on est effectivement en plein dans le gauchisme. On est à la fois dans un mélange de logiciels réactionnaires, avec l'idée que tout était mieux avant, en tout cas que beaucoup de choses étaient mieux avant, et logiciels gauchistes, c'est compliqué. La mise à jour dont je parlais en introduction, elle est nécessaire à droite, parce que cette ligne-là, elle est abominable, complètement ringarde, et elle est invalidée par l'étude des sociétés humaines depuis la nuit des temps. Bon, l'argent est là depuis que les hommes échangent entre eux. Grèce antique, argent, des monnaies locales par cité, Rome, des monnaies aussi, la Gaule aussi, la France aussi. Enfin, je veux dire, l'argent, la monnaie a toujours existé. D'ailleurs, même les formes de troc étaient une forme finalement de rapports commerciaux. L'argent a toujours existé dès qu'il y a pu en avoir la possibilité parce que c'était utile et que c'était bon pour la société. Ça permettait son développement. Bref, c'est compliqué en fait de lire ça. Je rigole, c'est pas du tout contre Rodolphe Carte, parce que là encore, son bouquin est assez intéressant malgré tout. Et il est très loin d'être le seul à avoir cette pensée, pour le coup, très adolescente. Mais bon, c'est quand même fou. Le capitalisme, c'est la même chose. Pour faire très simple, le capitalisme, c'est un mélange de plusieurs choses, plusieurs définitions, mais celle qui pourrait faire consensus, c'est la suivante. Propriété privée, liberté de commercer, on va dire, recherche de profit et investissement, etc. Bon. Voilà globalement ce que c'est. Je vous dis ça de tête, il peut y avoir quelques éléments qui manquent, mais bon, globalement, vous avez compris l'idée. Le capitalisme,
est là depuis la nuit des temps, en germe, bien entendu. Dans les sociétés primitives, il n'est pas encore advenu, ok, mais dès que les sociétés humaines quittent le stade primitif, on a, au fur et à mesure, et à des degrés divers, évidemment, il y a des sociétés complexes qui ont eu moins recours au capitalisme et compagnie, ok, mais globalement, en moyenne, on a, on a le capitalisme qui commence à s'installer, et c'est particulièrement visible en Europe. Les Grecs étaient à bien plus d'un égard, même s'il ne faut pas faire d'eux des capitalistes et des libéraux, ça n'aurait pas de sens. Enfin, les bases étaient posées. Il y a plus d'un auteur spécialiste de la question qui considère qu'on a un proto-capitalisme en Grèce. À Rome, même chose. Et ensuite, on a la formalisation de tout ça à partir de la Renaissance en Europe. Mais je veux dire, c'est toute société complexe a ces éléments-là qui sont en germe. Parce que même si les Grecs, les Romains n'étaient pas des capitalistes et des libéraux, bien entendu, ils avaient déjà dans leur société des germes très clairs du capitalisme. L'investissement, la volonté d'expansion économique, l'appât du gain, voilà, même la liberté des marchés et compagnie, ça existait dès la Grèce antique, plus ou moins, voilà, mais ça existait déjà. Bon, bref, je veux dire que le capitalisme, c'est l'agent de la confusion, de la perversion universelle des choses et des hommes. Bon, je ne sais pas quoi dire en fait, ça n'a pas de sens. Et à la limite, jugeons un arbre à ses fruits. Si l'alternative au capitalisme, au libéralisme, qui ont plein de défauts, hein, bien sûr, mais ces défauts, on peut les corriger. En tout cas, il faut le faire. Parce que le capitalisme et le libéralisme ont apporté énormément de belles choses à notre société, à notre monde. Si on est sorti de l'état de dénuement et de pauvreté dans lequel nos lointains ancêtres se trouvaient plongés, c'est grâce au libéralisme et au capitalisme. Je ne dis pas que tout a été rose de tout temps et que ça continue à l'être, hein. Il y a eu des périodes très compliquées. D'ailleurs, des périodes où peut-être que moi, indépendamment de la justesse profonde de cette thèse, j'aurais pu être tenté par l'idéologie marxiste. Parce qu'effectivement, quand on est dans une mine, bon, question de contexte, hein, quand on est dans une mine, je veux dire, que tu vois ton patron s'enrichir et pas prendre de risques, tu te dis, tiens, le gauchiste du coin, son discours, je l'entends. Aujourd'hui, bon, c'est plus le cas, hein, question de contexte, hein, cette idéologie-là, elle est plus défendue que par des gens complètement déconnectés du réel, malheureusement dans le camp aussi, mais en tout cas, malgré ces périodes peu roses, j'en conviens, aujourd'hui, quand on couple le capitalisme et le libéralisme au pétrole, qui démultiplie le pouvoir positif de ces idéologies-là, ben, bon, alors on peut reprocher le côté trop confortable de notre monde. Ok, on peut reprocher pas mal de choses. On peut reprocher les délires, la fièvre adolescente qui est celle de la consommation à outrance, de la pollution, etc. Mais tous ces délires adolescents, on est capable de les guérir, de les réparer, de prendre conscience qu'ils ne sont pas bons. Déjà, on a des signes encourageants qui nous montrent que c'est possible. En plus, on n'a pas trop le choix parce que quelles sont les alternatives? Si les alternatives, c'est des sociétés organiques où l'argent excrément du diable n'a pas cours, ou le communisme, non mais les gars, il va falloir être plus convaincant. Hein. Si le souverainisme, c'est d'en finir avec l'argent et nous plonger dans la nuit noire du communisme, non merci. Hein. Alors on enchaîne avec un nouveau chapitre, et on est page 39 avec cette citation. Pour eux, les identitaires, l'Europe est partout où il y a des Européens, donc des Blancs. Eh bien oui, évidemment, et je pense que dire le contraire est complètement fou. Ça n'a aucun sens que de dire le contraire. Si vous vous baladez en Australie, si vous vous baladez en Nouvelle-Zélande, si vous vous baladez aux États-Unis, au Canada, encore plus au Québec, vous êtes chez vous, à peu de choses près. Vous avez un sentiment d'être dans un pays qui n'est pas le vôtre, évidemment, mais vous vous sentez en Europe, vous vous sentez dans un pays marqué par les influences de la civilisation européenne. C'est une évidence absolue. Et si Rodolphe Carte tique un peu là-dessus, sur cette idée-là, c'est sans doute parce qu'il sait au fond de lui que si on accepte cela, si on accepte que des peuples séparés parfois par des océans et aussi par des décennies ou des siècles de vie à l'écart les uns des autres, hein, plus ou moins, si malgré tout ça, il y a une continuité civilisationnelle, au moins culturelle, entre, par exemple, une ville du Canada, une ville d'Australie et une ville, je ne sais pas, allemande, si on se sent quand même en Europe, dans tous ces pays-là, malgré la distance, malgré le temps qu'a passé et compagnie, ça veut dire que la question identitaire, elle est hyper importante parce que notre identité biologique d'Européens s'exprime à peu près de la même manière
dans tous les coins du globe et même avec des décennies d'isolement. Donc ça prouve la pertinence de la ligne identitaire. Donc c'est pour ça que voilà, il a l'air dubitatif. Tu m'étonnes. Alors on passe page 40. Les racialistes et les communistes partagent un point commun. Bon, entre nous, je pense que Rodolphe Carte partage bien plus qu'un seul point commun avec les communistes, hein. Mais passons. Donc, point commun, la glorification du transnationalisme contre l'enracinement, le particularisme et le localisme. Bon, déjà, c'est ultra caricatural. Voilà. Le transnationalisme, je n'ai jamais entendu parler de ça avant. Je ne me reconnais pas là-dedans. Contre l'enracinement, le particularisme et le localisme. On reparlera de tout ça, mais l'enracinement, le localisme, ce sont d'énormes postures de droite. La plupart des gens ne sont pas enracinés, ni ne supporteraient concrètement le coup du localisme. Bref, donc c'est un petit peu c'est des déclarations d'intention, tout ça. Et surtout, le monde a changé. Et c'est là le problème de tous ceux qui regardent le monde d'aujourd'hui avec les lunettes idéologiques ringardes du début du 20e, voire pire, du 19, voire du 18e siècle, c'est que ces changements énormes du monde, ils ne s'en sont pas aperçus, les types, quoi. Donc oui, alors, sans être antinationaliste, loin de là. Voilà, je pense que l'État-nation est un échelon indispensable, indépassable, en tout cas pour le moment, des outils politiques dont on dispose, hein, clairement. Mais donc je ne suis pas anti-patriote, anti-nationaliste, etc. Pas du tout. Mais malgré tout, il n'aura échappé à personne que voitures, trains et avions ont été inventés, perfectionnés et démocratisés, voilà. Et donc que les échanges entre personnes, les visites dans d'autres pays, les trajets transfrontaliers et compagnie se sont multipliés ces dernières décennies. En tout cas, c'est même pas qu'ils sont démultipliés, c'est qu'il y a eu une explosion par rapport à avant. Bon. Et le monde a changé d'un point de vue technique avec Internet, la télévision, les smartphones, etc. Bref. Bon, ça me fait rire de devoir dire de telles banalités, mais donc, ce qu'il appelle le transnationalisme et la fin de l'enracinement, enfin contre l'enracinement, le particularisme et le localisme, en fait, c'est pas les identitaires qui sont contre ça. C'est que le monde moderne, que la droite refuse d'analyser, parce qu'elle reste toujours avec des analyses idéologiques complètement dépassées, ce monde moderne-là, la technique a changé les choses et a rendu l'enracinement et le localisme plus marginaux qu'ils ne l'étaient avant. Alors, parfois pour le pire, peut-être, mais aussi parfois pour le meilleur. Parce que c'est une anecdote que je racontais dans l'émission ADN sur la modernité. Quand vous voyiez des historiens qui racontaient que pour des habitants d'un village à 50 km de Toulouse, le voyage jusqu'à cette grande ville de l'époque était vu quasiment, à toute proportion gardée, mais comme si nous allions sur une autre planète. C'était quelque chose qui était vraiment hors du commun. Donc je veux dire, oui, tout a changé. Et donc ce qu'il appelle la lutte contre l'enracinement et le localisme, bon déjà c'est caricatural et c'est faux, mais en fait, l'angle mort de tout ça, c'est que les lunettes idéologiques sont ringardes. J'ai déjà dit 10 000 fois, mais c'est tellement évident. On comprend tout une fois qu'on a compris ça. Ensuite, il continue, toujours page 40. Pour les identitaires, un ouvrier français blanc a plus d'intérêt commun avec un milliardaire américain blanc qu'avec un ouvrier français d'origine extra-européenne travaillant dans la même usine. Alors, si l'ouvrier extra-européen est seul, qu'il n'y en a pas d'autre, je ne parle pas dans l'usine, hein, je parle de manière générale, s'il est intégré, assimilé, on va dire, on peut bien sûr avoir des intérêts convergents très forts avec lui. Okay. Mais là, on parle d'un truc complètement idéal. La réalité, c'est pas ça. Parce que déjà, de base, il y a déjà un gouffre civilisationnel qui ne demande qu'à se révéler à la moindre occasion, hein. Demandez à vos potes ouvriers en usine ce qu'ils pensent du conflit israélo-palestinien. Vous n'allez pas être déçus du voyage, hein. La solidarité ethno-culturelle, elle est très forte, y compris chez les gens qui se disent assimilés. Mais enfin, bon, passons. On n'est pas dans un monde où il n'y en a qu'un seul. La réalité, c'est qu'il y a un problème du nombre. Voilà. Quand cet ouvrier n'est plus seul, mais qui fait partie d'un ensemble de plusieurs millions, bon, bah, les intérêts communs deviennent infimes. Et là, pour le coup, il n'y a aucun doute sur le fait qu'on est plus proche d'un milliardaire blanc. C'est extrêmement caricatural, mais qu'un grand bourgeois blanc. Évidemment. Oui, il y aura des différences sociales, oui, il y aura des différences de mépris, etc. Peut-être. Mais ça n'empêche que le bourgeois et le prolo blanc peuvent vivre côte à côte et ils se sentiront bien mieux psychologiquement et bien plus en sécurité que si l'un d'entre eux vivait avec les autres. Donc voilà, dire ce genre de choses sans prendre en compte le contexte et le nombre incroyable des immigrés extra-européens sur le territoire, ça n'a pas de sens. Alors, page 41, on continue. Les racialistes en appellent à l'avènement d'une société de camarades de race.
unis dans le combat pour la survie des Blancs. Bon, là, franchement, c'est ultra, ultra caricatural. Mais bon, ok. Nous ne sommes alors plus dans la vision de la défense d'une nation, d'un territoire ou d'un drapeau, mais dans une idéologie qui soutient que la survie de la race blanche est un combat permanent contre les autres peuples et les autres races. Bon, outre le fait que c'est caricatural, je le répète, mais bah oui, les Européens sont menacés en tant que population. La civilisation européenne, qu'elle soit en France, en Allemagne, aux USA, en Australie, etc., la culture et les cultures des peuples européens sont quand même un petit peu menacés. Je veux dire, là, c'est quand même bizarre de ne pas avoir l'évidence. Je donnerai qu'un seul exemple, pour être concis, parce que la vidéo là, elle va être très longue, mais Thomas a été tué à Crépol parce qu'il était blanc. Bon, bah, à partir de là, cette tirade de Rodolphe Carte, elle est invalidée par les faits. Oui, il y a une menace contre les Européens parce qu'ils sont européens. Et si on ne prend pas conscience de cette menace et qu'on doit s'identifier en tant qu'Européen, alors pas que, hein, mais quand même principalement en tant qu'Européen, bah, on n'a rien compris au film et ça va très mal finir. Ça va se finir en Afrique du Sud. Et si les souverainistes ne le comprennent pas, bah, ils sont du mauvais côté de l'histoire. Alors on continue juste après. Hein. Un souverainiste ne croit pas que cette unité raciale puisse être un critère susceptible de former une nouvelle communauté politique. Il rejette cette possibilité comme il repousse celle de la seule détermination sociale. Aussi faut-il en revenir aux critères de la patrie et de la terre natale, car la différence entre souverainiste et racialiste est essentielle. Alors déjà, un souverainiste ne croit pas que cette unité raciale puisse être un critère susceptible d'un. On s'en fout de la croyance des souverainistes. Hein. On s'en fout de ce qu'ils croient ou de ce qu'ils ne croient pas. Ce qui compte uniquement, c'est la réalité. D'accord? Donc c'est la réalité biologique. C'est la désignation par l'ennemi. Voilà des critères objectifs qui ne sont pas du tout des croyances. Premièrement, il existe bien une identité biologique européenne. Ce n'est pas la seule chose qui nous fait, mais c'est quand même important. Et deuxièmement, nos ennemis nous désignent comme tels, comme des Blancs, comme des Occidentaux, comme des Européens, comme des croisés, même pour les plus religieux. Bref, ils nous désignent comme tels. Bon, à partir d'un moment, si les souverainistes, eux, ne croient pas que c'est une grille d'analyse pertinente du truc, ben on s'en fout en fait. C'est pas important. C'est une erreur de votre part, les gars. Et honnêtement, je ne sais même pas comment c'est possible de ne pas prendre conscience que vous êtes en train de faire fausse route. Et ensuite, quand Rodolphe Carte dit aussi faut-il en revenir aux critères de la patrie et de la terre natale, car il y a une différence entre souverainiste et racialiste, bah, je suis désolé, mais malgré les grands discours sur le fait qu'il se dit identitaire aussi, conscient de l'importance quand même de la question identitaire, bah non, là, il y a une contradiction. Voilà. Il faut en revenir aux critères de la patrie et de la terre natale, car il y a une différence entre racialiste et souverainiste. Bon, voilà, c'est une contradiction. Il y en a pas mal de petites comme ça. Je le note, c'est quand même un peu gênant. Voilà. Mais c'est normal parce que c'est la supériorité de la question sociale, culturelle, patriotique par rapport au reste. Et c'est assez logique de voir ça finalement. Alors on continue, page 45. Aujourd'hui, qui peut au premier coup d'œil distinguer les habitants de deux capitales européennes ? En favorisant le marché planétaire, l'effacement des frontières, l'immigration massive, le métissage généralisé et l'idéal du citoyen de la planète, le monde libéral et occidental retire aux cultures et aux peuples leur capacité à donner un sens éthique, esthétique et politique à leur existence. Provoquée par la Seconde Guerre mondiale et accélérée par l'effondrement du mur de Berlin, la domination planétaire des États-Unis a consisté en l'instauration d'une morale utilitariste de la vie et une conception estropiée de l'homme. Alors là, on tombe dans quelque chose qui est assez classique à droite, malheureusement dans une frange de la droite, c'est l'idée que tout est de la faute du libéralisme, du capitalisme et des États-Unis. Alors premièrement, je vais revenir sur un point essentiel très rapidement, parce que j'ai déjà dit 10 fois, mais là encore, incapacité totale à comprendre le rôle du bouleversement extraordinairement important qui a été l'entrée dans le monde du pétrole post-45, avec une explosion des progrès techniques, etc., etc., et donc des moyens de communication, et donc de l'uniformisation. L'uniformisation, c'est pas le monde capitaliste et libéral, ou alors indirectement, parce que c'est vrai que c'est ce capitalisme et ce libéralisme qui a permis l'abondance et le confort, et donc le progrès technique aussi. Mais c'est pas conscient en fait, c'est une conséquence de la technique. Et d'ailleurs, si j'étais un peu taquin, Rodolphe Carte, nationaliste français, souverainiste s'il vous plaît, je pourrais lui renvoyer exactement le même argumentaire à la figure en ce qui concerne la France, puisque la France, n'en déplaise à Rodolphe Carte et aux nationalistes qui sont contre l'uniformisation, etc., bah, la France, elle s'est construite comme État-nation en luttant contre les cultures locales et régionales, en luttant contre les particularismes enracinés,
en uniformisant le territoire, en imposant une langue, en imposant un ordre juridique, en imposant des normes sociales et culturelles. C'est ça la France. Donc attention, parce qu'à ce petit jeu-là, il se peut bien que Rodolphe Carte et leurs amis souverainistes se prennent les pieds dans le tapis. Si on critique l'uniformisation du monde occidental, eh bien, il va falloir critiquer l'uniformisation de la France. Et là, c'est un petit peu plus compliqué, à mon avis, pour Rodolphe Carte et ses amis. On enchaîne, page 46. La créolisation planétaire et le racialisme blanc sont réellement les deux versants de la même logique mondialiste, celle qui travaille à la destruction des spécificités des nations et des peuples. Bon, donc déjà, on pourrait dire exactement la même chose de la France, hein, qui œuvre à la destruction des spécificités des petites nations, des régions et des peuples autochtones. Bon, on pourrait parler aux Basques, aux Bretons, aux Alsaciens, etc., aux Savoyards même. Bon, je dirais, il y a un moment où faut être capable d'un peu de recul historique, intellectuel, et dire que l'uniformisation, elle n'est pas forcément négative en soi, elle peut même être créatrice de quelque chose de plus grand. Mais passons. Mais au-delà de ça, c'est juste complètement faux. Au contraire, la logique identitaire veut préserver l'identité des peuples et donc des cultures. Donc, je veux dire, je ne sais même pas comment c'est possible de dire ça, voilà, d'écrire ça. Les identitaires veulent défendre le substrat ethno-culturel français, allemand, anglais, européen, et je ne vois pas comment c'est possible de dire que du coup, on travaillerait à la destruction des spécificités des nations et des peuples. Ça n'a pas de sens. À la limite, si les identitaires étaient des nationalistes européens qui voulaient une nation unique européenne, ok, d'accord, mais c'est absolument pas le cas en fait. Il y a quasiment personne qui veut ça. Donc là, c'est une vision extrêmement caricaturale et même complètement fausse. Non, les identitaires veulent juste défendre l'identité des peuples européens contre l'immigration extra-européenne. C'est tout. Voilà. Donc dire qu'on est contre la spécificité des peuples, c'est quand même assez osé, surtout quand on sait que le souverainisme, qui est quand même, contrairement à ce que dit Rodolphe Carte, hein, globalement antiraciste, bah finalement, c'est peut-être lui qui, au nom de l'inclusion des immigrés patriotes, etc., travaille au métissage, à l'immigration choisie, à l'immigration de gens qui partagent les valeurs de la France, etc., et qui œuvre donc à la destruction de l'identité du peuple français. Alors on enchaîne juste la page d'après, page 47, avec cette citation. « L'Europe a dominé le monde lorsqu'elle était en proie à une succession de guerres intestines. » Bon. Alors ça, je n'avais pas relevé ce passage initialement. On a eu beaucoup de passages en commun avec Daniel Conversano dans sa vidéo de critique. Mais celui-ci, je ne l'avais pas relevé. Et Daniel a un argument qui est extrêmement fort. En réalité, c'est la logique souverainiste, nationaliste, qui a permis l'émergence des États-Unis et sa suprématie tant décriée par Rodolphe Carte et par bien d'autres. Puisque quand Rodolphe Carte dit que c'est l'Europe a dominé le monde lorsqu'elle était en proie à une succession de guerres intestines, bah, ce qui a permis l'émergence des États-Unis, c'est justement les grandes guerres entre l'Allemagne et la France, et pas que, les guerres européennes. Donc en réalité, l'Europe a justement cessé de dominer le monde à cause de ces guerres intestines, à cause de ces nationalismes agressifs qui étaient présents dans toute l'Europe. Nationalisme agressif dont se réclame quand même Rodolphe Carte. Je remets la citation, hein. L'intérêt de la France consiste à devenir cette puissance régionale souveraine et dominatrice du continent. Mais on est où là? Enfin, est-ce que Rodolphe Carte se rend compte qu'il appelle quasiment à la guerre quand il dit ça? Qu'il a la domination, elle ne se fait pas par la diplomatie, ou alors c'est une guerre économique au minimum, quoi. Mais en fait, ce que propose Rodolphe Carte, inconsciemment je pense, hein, c'est le retour aux guerres intestines européennes. Parce que finalement, c'était le bon vieux temps, quoi, où l'Union européenne n'existait pas, et finalement, c'est comme ça que l'Europe a dominé le monde. Ce qui est complètement faux, même si effectivement, les guerres internes peuvent permettre la sélection naturelle, ce qui est très intéressant, peuvent permettre l'innovation aussi via les progrès techniques et compagnie, mais en même temps, il ne veut pas des progrès techniques parce que derrière, ça entraîne un monde utilitariste, de la technique, etc., de l'argent, excrément du diable, enfin bref. Mais voilà, mais c'est, je veux dire, il y a un moment, faut redescendre quand même. Le souverainisme, qui est un terme très policé pour dire nationalisme, bah, ça entraîne, qu'on le veuille ou non, vers des penchants guerriers qui sont moyennement sympathiques. On peut aimer les exploits guerriers, voilà, comme ça, conceptuellement ou avec beaucoup de recul, mais quand c'est son gamin qui part au front pour
pour permettre que la France devienne cette puissance régionale souveraine et dominatrice du continent, c'est tout de suite moins sympathique. Ça, c'est la différence entre les postures, les grands discours et le concret, le réel. Dans la réalité, quand Rodolphe Carte aura des gamins, je ne suis pas certain qu'il soit très content de les voir partir au front pour la grandeur de la France souveraine, contre ces salauds d'Allemands et compagnie. Non, non, non. Surtout qu'à la limite, s'il est d'accord avec ça, pourquoi pas, hein. Mais le problème, c'est que derrière, il ne faut pas dire que c'est ces guerres intestines qui ont permis à l'Europe de dominer le monde, puisque même s'il y a pu avoir effectivement un effet positif dont j'ai parlé, ces énormes conflits européens ont permis la domination des États-Unis, ce qui ne plaît pas aux souverainistes. On continue juste dans cette page, c'est assez marrant parce que là, c'est une charge contre l'Europe, mais on voit un passage qui a vraisemblablement été rajouté, hein, qui n'a rien à voir avec le reste. Regardez ça. Malgré cela, donc malgré cela, c'est malgré les conflits, etc. Malgré cela, jamais l'unité de la civilisation européenne n'avait été compromise. C'est même l'un de ses traits distinctifs que cette désunion politique coïncidant avec une culture commune. Bon, c'est un passage, à mon avis, qui a été rajouté parce qu'il n'a aucun sens par rapport à ce qui est dit auparavant. Et je pense que c'est un passage qui a été rajouté, je peux me tromper, hein, hypothèse. Parce que il y a un moment où Rodolphe Carte, il écrit quand même dans Éléments, il a quand même été propulsé par la nouvelle droite. Il est obligé quand même de défendre un peu l'identité européenne de temps en temps, quoi. Donc là, il crache sur l'Europe, mais il fait un petit passage où il dit oui, quand même, la situation européenne, c'était une réalité malgré tout ce que je viens de dire. Bon, je pense que c'est quand même du rajout. Et en tout cas, ça fait un peu tâche. Et donc, il continue juste après, hein, page 48. L'Europe ne redeviendra elle-même que lorsqu'elle rejettera définitivement la tutelle des États-Unis et qu'elle réactivera partout sur le vieux continent un nationalisme féroce déclenchant un nouveau printemps des peuples. Donc là, on retrouve toujours la même logique, l'anti-américanisme, qui est quand même une déclinaison du gauchisme à un niveau ou à un autre. Ce ressentiment du perdant de l'histoire, c'est terrible à dire, mais c'est comme ça, face aux gagnants et face à l'Empire. Donc ça fait du mal à l'ego de beaucoup de gens. Il n'y a pas que ça dans l'analyse anti-américaine, qui peut être parfois fondée, hein, bien entendu, mais il y a quand même, dans ce réflexe pavlovien anti-américain, quelque chose de l'ordre du ressentiment. Et le ressentiment, c'est quand même pas très beau à voir, je trouve. Et surtout, là, on voit, il parle de nationalisme féroce. Donc là, c'est encore à nouveau un appel à la guerre. Bon, je pense que c'est inconscient, mais c'est quand même très moyen. Alors, on quitte la question européenne et on aborde un chapitre intitulé Enracialement contre enracinement. Un chapitre dans lequel il défend l'enracinement. Voilà, alors il en parle page 51, page 53. Les souverainistes et les identitaires n'ont pas la même définition de l'identité. Si les identitaires l'assimilent à l'enracialement, vivre avec des semblables ethniques, les souverainistes lui préfèrent l'enracinement, vivre sur la terre de leurs devanciers historiques. On a également, page 57, c'est la défense du territoire et non de la race qui est la pierre de voûte de l'identité française. Ça fait beaucoup quand même de références à la grande marginalité de la question biologique pour quelqu'un qui dit qu'il se préoccupe des questions identitaires. Mais bon, passons. De plus, le mythe de l'enracinement a tout pour encourager un sentiment communautaire combatif contre l'immigration, contre les fragmentations régionales et religieuses, contre le mondialisme et contre l'emprise maastrichtienne et atlantis. Bon, la valorisation de l'enracinement, c'est quelque chose qui apparaît comme un réflexe à droite, mais qui est en réalité très souvent une posture. Parce que les gens de droite n'interrogent pas la réalité de ce phénomène, la réalité de ce qu'il appelle d'ailleurs Rodolphe Carte un mythe, et je pense qu'il a tout à fait raison d'ailleurs quand il emploie ce terme-là. Même si l'enracinement est évidemment une très bonne chose de manière générale, c'est en réalité une posture. Là encore, tout est question de contexte. Le monde a changé. Quand on a des auteurs de référence vivant au 19e ou même au début du 20e, évidemment que l'enracinement est valorisé. Quelque chose qui est logique. Sauf que le monde a changé. Les Français, ils étaient enracinés car ils n'avaient pas d'autre choix, ni technique, ni même psychologique. Ils avaient une psychologie complètement différente de la nôtre sur ce sujet-là. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Sauf que notre monde a été complètement bouleversé par la technique, les moyens de transport, de communication, etc. Et donc, ce phénomène de l'enracinement, qui était quand même la règle dans la France jusqu'au début du XXe siècle, en fait, de manière générale, mettons en tout cas jusqu'à la France du XIXe, bon, l'enracinement, ça a quand même vécu. C'est une belle idée, hein, mais qui vit aujourd'hui encore sur la terre de ses ancêtres ? Certainement pas Rodolphe Carte, qui a écrit cet ouvrage et qui a valorisé l'enracinement, puisqu'il vit à Paris, loin de sa Savoie natale. Bon, je ne lui jette pas la pierre, c'est pas le souci. Moi aussi, je suis déraciné. Mais c'est juste que je ne donne pas de leçon d'enracinement,
parce que je pense que c'est une énorme posture. Il y a très peu de gens qui vivent dans le village de leurs ancêtres. Voilà. Et vendre ce mythe-là comme quelque chose de réaliste, etc., ça n'a aucun sens. Même à droite, même parmi ceux qui prônent l'enracinement, il y a très peu de gens qui le sont. Et donc, tout ce chapitre-là, bon, moi je le regarde avec beaucoup de distance. Je comprends le principe, j'aime bien l'idée d'enracinement, il n'y a pas de souci. Mais quand on dit que être souverainiste, c'est justement vouloir vivre sur la terre de ses devanciers historiques, bon, euh, ouais, c'est du pipeau. Voilà, c'est du pipeau. Alors attention, c'est pas pour autant qu'il faut légitimer l'expatriation ou le fait de partir dans un autre pays ou de vagabonder tel un cosmopolite. C'est pas ça du tout. Mais il faut doser cette vision un peu idyllique de l'enracinement. D'autant que les Européens ont conquis les terres à travers le monde, se sont installés en Afrique du Sud, en Australie, aux États-Unis, au Canada, etc., même en Amérique du Sud, euh, et ils se sont réenracinés là-bas. C'est pour ça que, oui, effectivement, il est très important de défendre notre pays, notre continent, face aux assauts multiples. Il n'y a pas de problème, évidemment. Je suis le premier à œuvrer pour ça. Mais attention à sanctifier l'enracinement et la terre des ancêtres, alors même que l'une des grandes forces des Européens, c'est de se projeter dans un autre territoire et de le faire sien. Et c'est d'autant plus inconcevable de sanctifier ce mythe de l'enracinement, là, comme le fait Rodolphe Carte, que nous vivons dans un pays où il y a de plus en plus d'extra-européens qui rendent de plus en plus la vie invivable à de nombreux Français qui sont obligés de quitter l'endroit où ils vivent, alors que ce soit la terre de leurs ancêtres ou pas, hein, mais ils sont obligés de quitter les territoires où ils étaient enracinés ou réenracinés. Est-ce qu'on peut leur jeter la pierre? Est-ce qu'on peut leur dire, voilà, c'est pas bien parce qu'il faut être enraciné, vous n'êtes pas sur la terre de vos pères, vous n'êtes pas sur la terre de vos devanciers historiques, vous êtes des traîtres, et puis finalement, est-ce que vous ne seriez pas un peu identitaire? Vous avez préféré fuir les prolos extra-européens pour rejoindre les bourgeois sur les côtes bretonnes? Est-ce que vous n'êtes pas un traître à votre classe? Est-ce que vous n'êtes pas un identitaire? Bon, vous voyez un peu la logique, et ça montre bien que la ligne générale défendue par Rodolphe Carte, elle est quand même pas très solide. Vient ensuite le chapitre remettre De Gaulle au centre du village. Alors là, l'idée pour Rodolphe Carte, c'est de répondre à Daniel Conversano, qui a sorti une petite citation de Charles de Gaulle lors de son entretien à Livre Noir, citation dans laquelle Charles de Gaulle déclarait qu'il fallait privilégier l'immigration européenne, y compris allemande d'ailleurs, hein, juste au sortir de la guerre, quand même costaud, plutôt que l'immigration arabe, plutôt que l'immigration extra-européenne. Alors Rodolphe Carte, un peu gêné, fait genre. Voilà, il fait genre. Il dit en réalité, cette citation est bien connue de tous les souverainistes et témoigne des fantasmes que les identitaires nourrissent sur ce mouvement. Non, mais les gars, vous allez pas nous la faire. Hein. C'est une citation qui est quand même très gênante pour vous. Et d'ailleurs, ça se voit dans la manière dont ce chapitre est construit. C'est quand même un peu fébrile. Hein. Parce qu'en fait, Rodolphe Carte, il va essayer pendant plusieurs pages de nous prouver que Charles de Gaulle, c'était un souverainiste antiraciste, presque. J'exagère évidemment. Mais nous dire que finalement, la question identitaire, c'était pas si important que ça pour Charles de Gaulle. Bon, je pense que là, c'est une démonstration qui est très ambitieuse, qui est en réalité impossible, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est pas du tout convaincant ce qu'écrit Rodolphe Carte. Il y a en réalité pas d'argument concret dans ce truc-là. Il cite comme contradiction à la citation donnée par Daniel Conversano la phrase « C'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Il montre que la France est ouverte à toutes les races, mais à condition qu'il reste une petite minorité. » Et il cite cette phrase-là en disant « De Gaulle était sûrement un différentialiste, mais en aucun cas un racialiste obsédé par la pureté nordique du peuple français. » Oui, mais attends, comme si la phrase « c'est très bien qu'il y ait des Français jaunes et nains, mais à condition qu'il reste une petite minorité », comme si cette phrase-là, c'était une phrase anti-identitaire. Il ne faut pas déconner. De Gaulle précise bien « à condition qu'il reste une petite minorité ». Enfin, pas plus identitaire que ça. C'est un discours qui est 1000 fois plus identitaire que souverainiste, parce que les souverainistes, si les immigrés sont patriotes, ils sont prêts à les accepter. Et j'affirme pas ça gratuitement, moi, il n'y a pas de souci. Il y a des arguments de mon côté. Je vais vous citer Rodolphe Carte lui-même, qui, dans un article pour Éléments, déclare ceci: « Je suis un patriote. Mon patriotisme n'est ni un paternalisme, ni un racisme. Il est une affirmation identitaire visant à défendre mon pays contre toute menace. En revanche, je ne combats pas pour Rome, pour la race blanche, pour la civilisation occidentale ou pour l'Europe. Pour mon pays, je suis prêt à combattre un autre catholique, un autre blanc ou un autre européen. Ce qui implique que je sois prêt à combattre aux côtés d'un non-catholique, d'un non-blanc et d'un non-européen s'il combat pour la France. Avec lui, je peux dire nous. » Bon, alors, c'est un texte anti-européen, complètement fou, qui est
publié dans la revue Éléments, pourquoi pas? On en revient à ce que je disais en début de vidéo. Bon, c'est quand même une incohérence totale, mais à la limite, bon, c'est un texte d'opinion, donc pourquoi pas? Mais surtout là, bah, je suis désolé, mais là, c'est clair que c'est pas identitaire, ça. Il y a pas de souci. Tant que les extra-européens présents sur le territoire combattent pour la France, eh bien, Rodolphe Carte est prêt à prendre les armes à leur côté contre d'autres Européens. Bon, là, il y a un gros problème. Je veux dire, à la limite, pareil, dans un monde complètement idéal, je comprends un peu l'idée, mais sauf que on peut pas réfléchir comme ça avec des grandes pensées idéologiques sans prendre en compte le contexte. Le contexte, c'est une guerre à mort contre les Français, contre les Européens, contre les autochtones, menée par le gauchisme, voilà, et les immigrés extra-européens. Je trouve que ce genre de propos est quand même très compliqué, mais c'est éclairant. On comprend mieux pourquoi il essaye de faire du général de Gaulle quelqu'un qui n'est pas un identitaire. En fait, Rodolphe Carte est gêné par les propos du général de Gaulle. C'est pour ça qu'il n'y a pas de contre-argument à la citation de Daniel Conversano. Et c'est assez fébrile comme défense. Alors, il continue à page 62. Tous les souverainistes sérieux ont compris que l'assimilation est impossible si plusieurs éléments ne sont pas mis en place. Bon, on ne côtoie pas les mêmes souverainistes, on en revient toujours à la même chose. Franchement, je ne sais pas comment c'est possible de dire ça. Enfin, il faut prouver. Voilà. C'est peut-être vrai. Enfin, tous les souverainistes sérieux, à moins que sérieux, du coup, définissent des souverainistes qui sont contre l'assimilation délirante. Ok, mais dans ce cas-là, c'est pas tous les souverainistes non plus, quoi. C'est trop facile d'opérer cette sélection. Voilà. À mon avis, c'est une erreur. Dans le camp souverainiste, il y a plein d'antiracistes, plein d'assimilationnistes qui sont complètement aveugles à la question identitaire. Je dirais même que c'est une majorité d'entre eux. Et puis surtout, dans la même page, on peut lire il est faux d'affirmer que la France, et même l'Europe de l'Ouest, redeviendra blanche. Contre les chimères universalistes d'une France black, blanc, beurre et les rêveries racialistes d'une Europe blanche, les souverainistes proposent une voie tierce. Alors, une voie tierce, une troisième voie. Donc, il n'a pas mis le mot parce que le terme était un peu connoté fascisme. Bon, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait le deuil d'une Europe qui aurait retrouvé son identité ethnoculturelle. Voilà. Alors, évidemment, vu les masses de gens déjà présents sur le continent, je comprends qu'effectivement, pratiquement, ça soit dur à envisager. Voilà, et pratiquement, ça va être très, très compliqué de faire autrement. OK, mais ça n'empêche pas d'avoir un idéal, d'avoir quand même une ligne directrice, peut-être utopiste, peut-être romantique, mais en tout cas, ce qui est important, c'est pas de l'acheter à la poubelle directement. Donc là, c'est quand même triste d'en arriver là. En fait, ce qu'il nous vend, c'est l'inéluctabilité d'une France et d'une Europe métissées. Voilà. Bon, moi, je suis pas d'accord avec cette vision des choses. Je comprends qu'à court ou à moyen terme, ça soit la règle, mais ultimement, on doit pouvoir vendre quelque chose d'autre. Voilà. Je dis pas non plus qu'il faut virer tout le monde, ça n'a pas de sens, mais voilà, c'est quand même triste, je trouve, ce propos-là. Alors, page 63, là, il nous parle de sa troisième voie. Vouloir retrouver l'homogénéité des époques antérieures engendrerait des déceptions. Nous ne vivrons plus comme les communautés organiques du Moyen-Âge, du moins pas pour l'instant. Alors là, par contre, il n'écarte pas du revers de la main l'idée qu'on puisse revenir aux communautés organiques type féodalité. Alors ça, c'est assez génial parce que là, on est dans la posture réactionnaire de droite par excellence qui fantasme totalement le monde d'avant, le monde féodal, qui était un monde. Alors, il y a eu des grandes choses, des belles choses qui ont été faites au Moyen-Âge, bien entendu. Il y a eu la chevalerie qui avait des aspects très sympathiques. Il y a eu les cathédrales. Il y a eu des théologiens chrétiens très intéressants. Voilà, il y a eu des belles choses. Okay. Il y a eu la naissance de la France. Enfin, voilà, il y a eu des belles choses. OK. Mais enfin, il suffit d'ouvrir un ouvrage d'histoire sur l'époque pour se rendre compte que c'était un temps absolument terrible pour au bas mot, 85% de la population. Alors, quand on faisait partie du top 10%, en réalité plutôt 1%, ça allait. La vie était pas trop mal. C'était une vie un peu rude, voire très rude, même malgré tout, très très rude. Mais en tout cas beaucoup moins que celle des serfs, que celle des petits paysans, que celle des petits marchands et compagnie. Ok. Enfin, pour tout le reste, c'était assez apocalyptique par rapport au monde dans lequel on vit. Donc là encore, énorme posture. Rodolphe Carte, comme beaucoup de gens à droite malheureusement, ont une vision totalement fantasmée d'un monde dans lequel ils ne voudraient absolument pas vivre concrètement, réellement. Et pareil, le côté société organique. Alors la société organique, c'est par opposition à la société libérale, dans le sens où la communauté prend le dessus sur l'individu. Pareil, je pense que ça plairait pas du tout à Rodolphe Carte. Un monde dans lequel la personnalité propre
les individus s'expriment beaucoup moins que dans le monde d'aujourd'hui, un monde dans lequel il y a un système rigide, en tout cas plus rigide qu'aujourd'hui, c'est certain, un système presque de caste aussi, la suprématie absolue du religieux, c'est-à-dire que la société est vue, je grossis énormément, mais c'est la réalité, hein, la société est vue comme un reflet de l'ordre divin, et donc vouloir transformer la société, la révolutionner, c'est déjà être suspect de commerce avec le malin, hein, donc bon, je pense pas que les sociétés organiques, et encore moins féodales, soient un idéal très vendeur, hein. Je pense qu'il y a un moment, il faut peut-être changer d'idée. Je pense que la troisième voie, c'est pas celle-là. Ou alors si c'est celle-là, bah, il vaut mieux rester sur notre voie à nous. Je pense que malgré tous ses défauts, on peut la guérir, mais je veux surtout pas de la troisième voie si c'est le retour au Moyen-Âge, qu'espère Rodolphe Carte, hein, puisqu'il dit, hein, du moins pas pour l'instant, ça veut donc dire que c'est possible bientôt, ça veut dire qu'il le souhaite en partie. Alors on arrive page 65 avec cette tirade. L'immigration est un phénomène négatif pour les immigrés comme pour ceux qui les reçoivent, car elle engendre d'un côté le déracinement des populations qui sont obligées de partir de chez elles, ce qui constitue une perte sèche de ressources et d'énergie humaine pour les pays de départ. L'immigration est une tragédie humaine pour les autochtones comme pour les allochtones. Bon, là, le couplet, on l'a entendu 100 000 fois, c'est du délire pur. Évidemment que l'immigration est une chance pour les immigrés extra-européens, puisqu'ils partent d'un pays qui est dans un état cataclysmique et ils arrivent dans un Eldorado qui est le monde occidental, et donc ils sont très heureux de faire ce voyage. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils risquent leur vie parfois, qu'ils payent très cher pour la traversée, pour le voyage, etc. Donc, il faut arrêter là ce truc complètement délirant de dire que l'immigration, c'est pas une chance pour les immigrés eux-mêmes. Bien sûr que si, c'est une chance. Bien sûr que si. Ils rêvent tous de partir de leur pays. Et en fait, quand il dit ça, Rodolphe Carte, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de dédouaner les immigrés de leurs responsabilités dans le phénomène global, pour concentrer évidemment toutes ces attaques contre la bourgeoisie, seul responsable, etc. L'immigré ne serait pas responsable, il est déraciné, le pauvre, par la vilaine bourgeoisie. C'est pas du tout lui qui est responsable de tout ça. Bon, c'est complètement faux. Donc toute cette tirade gauchiste, j'en peux plus. Voilà. Donc je m'arrête là, mais vraiment c'est assez insupportable de lire encore ça de la part d'un auteur de droite, ou en tout cas plutôt de droite, on va dire, en 2023. Alors ensuite, page 65 toujours, la position souverainiste vis-à-vis de l'immigration doit être claire, celle de l'assimilation ou de la remigration. Pour le coup, je suis assez d'accord avec ça, hein. Moi, j'irais plus loin, je dirais que l'assimilation est quasiment impossible et que donc la règle, ça doit être la remigration, mais en tout cas, je comprends la démarche intellectuelle derrière et c'est intéressant. Le problème de tout ça, c'est que la page d'avant, il nous disait « Tous les souverainistes sérieux ont compris que l'assimilation est impossible si plusieurs éléments ne sont pas mis en place. » Il nous parle de plusieurs éléments qui sont très durs à réunir. Bon, donc ça veut dire que d'un côté, il est pour l'assimilation ou pour la remigration, tout en disant que l'assimilation est quasiment impossible. Donc ça fait de lui un partisan de la remigration. Bon, bah ok. Mais est-ce qu'il le dit comme ça? Pas vraiment. Il ne va pas au bout de cette idée-là. Donc pas de problème pour moi avec ça, hein, au contraire. Mais maintenant, Rodolphe, il va falloir promouvoir la remigration activement. Et puis pour finir sur ce chapitre de Gaulle, hein, il nous parle de la pensée gaulienne qui comporte aussi un aspect social, une part d'ombre pour les identitaires, nous dit-il. Alors je vais me répéter, donc je vais être très court. Premièrement, les identitaires, évidemment, prennent en compte d'autres éléments d'analyse, d'explication et de solution des problématiques du monde que la question identitaire pure, que la question biologique. Évidemment que la question sociale est aussi importante, pas de problème avec ça, pas complètement idiot. Et deuxièmement, le général de Gaulle, c'est un personnage historique qui a vécu à un temps donné qui n'est plus du tout le monde d'aujourd'hui. Donc là encore, on en revient à ce que je répète toujours, mais se baser sur la pensée sociale de Charles de Gaulle à l'époque de la sortie de la Seconde Guerre mondiale, alors que la société de l'abondance n'était pas encore en place, ça n'a pas de sens. Le monde a changé. Et franchement, c'est fou de devoir répéter ça tout le temps, mais c'est vraiment une ligne rouge de ce bouquin et de manière générale, dans la pensée de plein de gens de droite, c'est omniprésent. C'est cette incapacité à faire une mise à jour idéologique, intellectuelle, par rapport aux changements du monde colossaux. Voilà, franchement, c'est vraiment un angle mort qu'il va falloir corriger très vite. Alors, il nous parle de la pensée sociale. Pourquoi? Parce qu'il va faire la liaison avec le chapitre suivant, qui est l'adversaire, c'est la bourgeoisie. Voilà, donc là, au moins, c'est dit, on est dans le gauchisme pur, c'est assumé, et on est, je crois, dans le cœur de la pensée de Rodolphe Carte, on est dans le marxisme, on est dans la lutte des classes, et l'ennemi principal, celui contre lequel on doit porter tous nos efforts,
Eh bien, pour lui, c'est la bourgeoisie. Alors, il écrit, à page 72, trois blocs se font face en France. Le bloc élitaire et urbain, le bloc populaire et patriote, le bloc musulman et banlieusard. Alors, bon déjà, c'est extrêmement schématique et en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais c'est sûr que quand on ne met pas la question identitaire au centre de ses préoccupations, on a du mal à le percevoir, ce qui est à mon avis une grave erreur. On tombe en fait dans les travers de Guilluy et compagnie, des sociologues, des chercheurs qui analysent la France et qui, même s'ils ont conscience en réalité de ce qui se passe à peu près, ne peuvent pas parler de ce fait identitaire, ou en tout cas en parlent de manière mineure. Mais bon, ouais, on peut mettre des séparations ethnoculturelles dans ces blocs de manière très large. Et puis surtout, il parle des blocs populaires et patriotes. Bon, dans ce bloc-là, tout comme dans le bloc élitaire et urbain d'ailleurs, il y a quand même un autre bloc transversal, on va dire, qui est celui des gens normaux, en fait, qui ne se sentent pas forcément patriotes, hein, ou qui ne se sentent pas élites. Mais en fait, les gens normaux, il y en a énormément. C'est quand même une grande partie de la France, hein, même dans la France périphérique, hein, voilà, qui sont en fait des gens, des normies, quoi, des gens lambda. Je dis ça sans méchanceté, voilà, c'est un fait. Et qui d'ailleurs sont souvent encensés à droite, puisqu'à droite, il y a quand même beaucoup d'intellectuels qui aiment bien se masturber sur des concepts de gauche. Et donc, il y a Orwell qui parlait de la décence commune du petit peuple. Fantasme de mec complètement coupé du réel. Hein. Quiconque a fréquenté le petit peuple sait qu'il n'y a pas moins d'indécence que chez les grands bourgeois, voire même peut-être qu'il y en a moins, enfin qu'il y a plus d'indécence et moins de décence. Bon, bref, donc la décence commune. Et ils aiment bien parler, voilà, de ce petit peuple qui a ses rites culturels, qui a son identité propre, etc., etc., et qu'il faut défendre, quoi. Bon. Sauf que ce petit peuple, en réalité, ses aspirations, ses repères, ses références, en réalité, elles sont assez éloignées de celles de Rodolphe Carte et de beaucoup d'intellectuels de droite, hein, qui se revendiquent de cette décence commune du petit peuple, puisque, quand même, le confort, l'américanisation, tout ça, ça a quand même été complètement accepté et intégré par l'ensemble de la population, d'ailleurs, en réalité, pas que le quatrième bloc des normies. Et donc, vous l'avez compris, dans cette séparation entre trois blocs, qui est largement contestable, mais l'émission dure déjà depuis trop longtemps, donc je vais m'arrêter là. Mais les méchants, ce sont les élitaires urbains, les bourgeois, voilà, pour faire plus simple. Ce qui n'a pas de sens, puisqu'en fait, dans les urbains et les élitaires, il y a de plus en plus de gens patriotes et de droite. Mais enfin bon, passons, c'est pas le sujet, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. Et donc, la bourgeoisie, c'est l'ennemi pour Rodolphe Carte. Voilà ce qu'il écrit. Son instinct de conservation, à la bourgeoisie, lui intime de désigner un ennemi intérieur sur lequel elle pourrait reporter la colère qui monte contre elle. Son souci premier est d'empêcher par tous les moyens possibles la jonction entre le bloc musulman et le bloc populaire des Français de souche, pour faire simple, le rassemblement des beaufs et des barbares dont parlait Ouria Boutelja et avant elle, Alain Soral. Là, on en revient à égalité et réconciliation quand même, hein. Bon, là, je ne sais pas d'où ça sort. Donc, a priori, la bourgeoisie ferait tout pour empêcher la jonction entre les musulmans patriotes et les souverainistes, quoi. Bon, alors, il continue plus loin. Hein. Pour la partie droite de cette oligarchie, donc la bourgeoisie, hein, la stratégie consiste à exciter le petit peuple patriote pour l'envoyer au casse-pipe contre les banlieues. Après avoir largement profité de l'arrivée massive des migrants, la bourgeoisie réactionnaire souhaite que les classes moyennes et populaires blanches fassent le sale boulot à sa place. Or, ce n'est pas au peuple de payer les pots cassés de la droite d'affaires. Bon, là, on est dans l'erreur d'analyse assez catastrophique. Bon, déjà, on est dans le complotisme anti-bourgeois. L'idée, c'est que la bourgeoisie serait un ensemble conscient et intelligent qui ferait tout pour monter par des manœuvres, des manipulations, etc., qui ferait tout pour monter donc les petits blancs contre les racailles de banlieue. Bon, déjà, ça en fait donc de la bourgeoisie un adversaire conscient. Je pense que c'est complètement faux. Il y a évidemment de grandes divergences d'opinion au sein de la bourgeoisie et considérer qu'il s'agit d'un seul bloc. Bon, alors on est dans un essai un peu pamphlétaire, donc ok, on va dire que c'est caricatural parce que c'est comme ça, mais c'est quand même plus que caricatural. Puis surtout, c'est pas un ensemble qui agit consciemment. Voilà, faut pas déconner. Là, c'est vraiment du pur complotisme. Hein. Et puis, faut pas déconner non plus. La propagande bourgeoise, elle n'est pas du tout anti-arabe. Elle n'incite pas du tout
les petits blancs à aller casser la gueule des mecs de cité. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Enfin, la propagande dans les médias, dans les films, dans les séries, dans l'ensemble du monde politico-médiatique, c'est absolument pas ça. Au contraire, il suffit de voir pour s'en convaincre, mais franchement, ça me fait un peu de mal de devoir argumenter là-dessus, mais il suffit de voir ce qui s'est passé après la manifestation patriote à Romans-sur-Isère. 80 patriotes et identitaires, il n'y a pas beaucoup de souverainistes à mon avis là-dedans, hein, qui sont allés dans la cité de la Monnaie pour imposer leur présence, lancer des slogans, etc. Bon, ils se sont fait démonter physiquement déjà par les policiers et ensuite judiciairement par les tribunaux. Et je ne parle même pas des médias qui leur ont craché dessus. Il n'y a aucun encouragement là, faut pas rêver. Là, c'est du délire pur, vraiment. Donc c'est un propos qui n'a aucun sens. Mais si ce propos qui n'a aucun sens est tenu par Rodolphe Carte, c'est parce que c'est le seul moyen pour lui de conserver la bourgeoisie comme adversaire principal, comme ennemi principal. Donc vous voyez le raisonnement tortueux. En fait, il a dans sa tête déjà désigné la bourgeoisie, donc il va essayer de trouver tous les arguments pour désigner la bourgeoisie comme ennemi, y compris des arguments complètement fallacieux. Par ailleurs, sur les élites bourgeoises, il faut arrêter le délire. Il y a une partie significative de cette bourgeoisie qui vote pour Éric Zemmour. Parce que Éric Zemmour a un profil qui plaît plus à la droite bourgeoise, c'est comme ça, mais il a permis de désinhiber une partie de cette bourgeoisie qui voit les problématiques de l'immigration, évidemment. Donc dire les bourgeois identitaires voudraient manipuler les petits blancs pour qu'ils fassent le sale boulot à leur place, ça n'a pas de sens. Alors évidemment, elle va pas derrière une banderole dans la cité de Romans-sur-Isère, et encore, il y en avait peut-être, hein, on n'en sait rien. Mais quand même, ça y est, elle met quand même un peu la main à la pâte. Et puis surtout, l'immigration n'est pas que le fait de la bourgeoisie. Oui, la bourgeoisie a joué un rôle dans l'immigration extra-européenne, mais parce qu'elle était influencée par le gauchisme. Le principe premier, l'ennemi principal, le vrai, c'est le gauchisme, qui a insufflé une pensée complètement délirante de nous sommes tous frères, tous les mêmes, égaux, exactement, en potentiel, et donc finalement faire venir la moitié de la population mondiale en France, c'est pas si grave que ça parce qu'on les assimilera. C'est le gauchisme le problème. Parce que je peux vous dire que la bourgeoisie gauchiste, elle est toujours très en forme, toujours très en place, et continue, malgré, heureusement, qu'elle commence à comprendre, même elle, qu'il y a un problème avec l'immigration. C'est ça la problématique. Mais c'est pas que la bourgeoisie gauchiste qui a un problème là-dedans. Les prolos-gauchistes, ils militent également pour l'immigration extra-européenne. Ils militent également pour faire taire les nationalistes, pour faire taire les patriotes, pour faire taire les identitaires. Donc c'est pas une question de classe, c'est une question d'influence du gauchisme. C'est une question politique, c'est une question idéologique. Donc faire de la bourgeoisie en tant que bloc unique et doué de raison, de rationalité et de capacité d'action, faire de la bourgeoisie l'ennemi principal, c'est une erreur stratégique et intellectuelle majeure. Alors, on arrive à la conclusion de cet ouvrage, et je lis page 85. Les racialistes peuvent bien mettre dehors tous les extra-européens qu'ils voudront. Tant que la France, l'Europe et l'Occident seront dominés et conduits par la bourgeoisie, donc toujours elle, hein, tout finira par la canaille. Pas de renaissance française tant que le haut de la termitière n'aura pas sauté. Et ce qui est marrant, c'est que Daniel Conversano, dans son analyse, s'appuie sur un texte qu'il a reçu avant Dernière Correction, où à cette tirade très adolescente, hein, Rodolphe, tu m'excuseras, tu me pardonneras, mais Rodolphe Carte ajoutait à cette tirade, il l'a enlevé dans l'édition finale que j'ai entre les mains, il ajoutait, comme le disait Mao, le poisson pourrit toujours par la tête. Référence à Mao. Bon, heureusement, elle a été supprimée au passage, tant mieux. Mais pas de renaissance française tant que le haut de la termitière n'aura pas sauté. Appel à la révolution, appel adolescent à la violence. Bon, là, franchement, je trouve que c'est... En fait, ça paraît dur, sans doute, ce que je dis des écrits de Rodolphe Carte, mais pour moi, c'est vraiment symptomatique de graves travers intellectuels et idéologiques de la droite. Donc c'est pour ça que je suis un peu dur, mais franchement, voilà, on ne peut pas penser un jour séduire les gens autour de nous en ayant un discours aussi peu crédible, aussi peu attrayant et aussi faux. Je pense qu'il y a un moment, il faut être capable de faire preuve de lucidité et de se remettre en question. Pour moi, c'est vraiment essentiel. Alors, page 89, il parle de deux peuples qui se font face. Les Gallo-Romains, donc ce sont les Français de souche, pour faire simple, hein, dans sa tête, et les Gallo-Ricains, donc les Français qui sont soumis à l'impérialisme américain et au monde occidental, au monde libéral, au capitalisme, à l'argent roi,
etc., etc., etc. Et donc moi, en tant qu'identitaire, je me retrouve donc dans le camp des gallo-ricains, selon lui. Et ce qui est marrant, c'est que cette opposition-là, elle montre l'incohérence de la pensée de Rodolphe Cartes, mais pas que. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'il fustige les gallo-ricains parce qu'ils sont soumis à l'impérialisme, ce sont des Gaulois soumis à l'impérialisme américain, tandis que finalement, il semble glorifier les gallo-romains, sauf que les Gaulois ont aussi subi l'impérialisme romain. Ils ont aussi vu leur spécificité culturelle attaquée, éradiquée parfois. Ils ont aussi vu le pouvoir politique leur échapper, leur souveraineté leur échapper. Et malgré ça, Rodolphe Cartes et beaucoup de gens à droite, notamment de la nouvelle droite, qui se revendiquent de l'impérialisme romain. Finalement, ils aiment bien l'impérialisme romain, mais ils s'opposent à l'impérialisme américain. Alors, on va dire oui, mais les États-Unis, c'est le règne du marchand, etc., etc., tandis que Rome, c'était la grandeur de la civilisation, c'était le règne de la noblesse et compagnie. Bon, alors déjà, historiquement, c'est très, très, très largement contestable, puisque l'expansion romaine, elle était quand même totalement économique. Voilà. C'était l'établissement de comptoirs, puis de voies commerciales. Bon, il y avait des conquêtes militaires, bien entendu, mais l'idée, c'était quand même de commercer. Après, c'est un tout autre débat, ça se discute, on ne va pas l'ouvrir là. On va refermer la parenthèse. Mais en tout cas, c'est intéressant. Et là, ce qui est marrant, c'est quand même voilà, fustiger ceux qui se prosternent, selon Rodolphe Cartes, devant l'impérialisme américain, tout en se réclamant de ceux qui ont vécu l'impérialisme romain. Je trouve que c'est assez cocasse. Voilà. Alors, toujours dans la conclusion, page 91, il évoque Louis Chauvel qui parle du grand déclassement de la société française. Il parle de plein de processus qui sont en cours qui montrent le grand déclassement. Dans les causes du déclassement qu'il liste, il n'y a rien sur l'immigration, rien sur la tiers-mondisation, rien sur les ravages de l'idéologie gauchiste. C'est normal, ça permet de taper sur le capitalisme, le libéralisme, la bourgeoisie, etc. Et ça permet d'éviter de taper trop sur ce qui est, selon moi, l'ennemi principal, c'est-à-dire le gauchisme et l'immigration extra-européenne. Bref, tout ça est très logique, mais même dans la conclusion, on retrouve ça. Et pour terminer cette vidéo d'analyse, on trouve cette citation avec deux choses qui s'opposent. Donc, je vais vous les lire à la suite. Le parti des adversaires de la France n'a jamais été aussi visible. C'est le parti des cosmopolites, des gallo-ricains. Donc, il met là-dedans les identitaires, des centristes, des libéraux, des européistes, ok, des islamistes, des woke, pour ne pas dire gauchistes. Voilà, il a enfin effleuré le concept de gauchisme, mais il n'a pas employé le terme gauchiste, il a employé le terme woke, qui est un synonyme bon teint. On se salit pas trop les mains, c'est pas trop beauf, c'est comme souverainiste plutôt que nationaliste, quoi. Bon, bref, mais c'est à la toute fin qu'on voit ça. Bon, donc c'est le parti des cosmopolites, des gallo-ricains, des centristes, des libéraux, des européistes, des islamistes, des woke et des décoloniaux. Donc ça, c'est intéressant, c'est là où il montre les ennemis de la France. Et là, il parle des européistes, bon, des gallo-ricains, donc nous, clairement. Donc il nous désigne comme des adversaires de la France. Ok, c'est quand même pas rien. Je veux dire, c'est quand même assez fort. Alors, heureusement, quelques lignes plus bas, il nuance largement ça, et c'est tant mieux. Identitaires et souverainistes doivent faire front ensemble dans cette lutte à venir. Bon, c'est quand même un peu audacieux d'un côté de nous présenter comme des adversaires, puis ensuite de nous tendre la main, mais pourquoi pas. C'est un peu incohérent, mais il n'y a pas de problème. En tout cas, sur le fond, je pense qu'il peut y avoir une union avec les souverainistes. Il n'y a pas de problème technique à cela, à une condition, c'est que même s'ils ne mettront sans doute jamais la question identitaire au sommet de leurs préoccupations, même s'ils auront un côté très nationaliste, anti-européen, qui à mon avis n'est pas du tout en accord avec le monde qui a complètement changé et l'existence de la civilisation européenne qui est un joyau qu'on doit préserver, voilà, et qu'on doit fortifier même. Donc on ne leur demande pas des efforts colossaux, mais par contre, il faut quand même une prise en compte minimum du fait biologique. Et je ne dis pas identitaire, parce que c'est trop simple de ne pas parler des vrais sujets. La question biologique, la question ethnique, la question raciale, ce sont des sujets fondamentaux pour comprendre le monde d'aujourd'hui et comprendre que l'urgence absolue, elle est d'abord à lutter contre l'immigration extra-européenne. Et là, on va dire, oui, mais on ne peut pas lutter contre l'immigration extra-européenne en restant dans l'Union européenne, etc. Bon, premièrement, il existe des pays aujourd'hui dans l'UE qui arrivent
à lutter contre l'immigration extra-européenne, peut-être pas de manière parfaite, mais en tout cas de manière 1000 fois plus intéressante et efficace que la France. Donc déjà, on a une marge de manœuvre pour nous-mêmes sans même sortir de l'Union européenne. Et surtout, ce sont des petits pays. Nous, la France, on est l'un des piliers de l'Union européenne. Si nous voulons prendre des mesures qui sont interdites par l'Union européenne, etc., bon, il suffit d'arriver face à la Commission européenne. Bon, déjà, les commissaires européens sont élus par nous, hein, mais bon. Et puis, en fait, dans ce scénario-là, le jour où la France est prête à faire ça, je peux vous dire que tout a changé autour et qu'en réalité, l'UE sera déjà tout à fait prête à accepter nos modifications. Mais bon, passons. Exercice intellectuel. On arrive dans la Commission européenne, on dit, bah, écoutez les amis, nous on veut faire ces mesures-là, vous nous l'interdisez. Ce qui va se passer, c'est qu'on va le faire quand même, et que si vraiment vous voulez nous condamner ou nous empêcher de faire ça, bon, on quittera l'Union européenne. La France n'est pas un petit pays dans cet ensemble politique, c'est un pays majeur, qui a un poids considérable. Évidemment que nous pouvons avoir énormément de libertés supplémentaires. Et je ne parle même pas, là encore, hein, de tout ce qu'on peut faire, même déjà actuellement dans l'UE. Hein. Mais au-delà de ça, on peut aller beaucoup plus loin par notre seule puissance en réalité. Donc est-ce que sortir de l'Union européenne, ça nous rendrait notre souveraineté absolue et totale? Oui, par définition, enfin quoique, dans la réalité, la souveraineté, c'est pas seulement quelque chose régi par des traités, hein, c'est aussi des rapports de force politiques, diplomatiques, économiques, etc. Mais est-ce que ça serait une bonne chose pour la France et pour l'Europe? Parce que considérer la France seule comme une puissance qui doit dominer l'Europe, alors là, moi, je sais pas du tout mon truc, mais rien que considérer la France seule, les intérêts de la France seule, je sais pas si c'est très intéressant. C'est même, à mon avis, une grave erreur au regard des affrontements entre blocs géostratégiques qui vont advenir dans les années qui viennent. Je pense notamment à l'affrontement avec la Chine. Bon, il y a un moment où on sera content d'être allié avec quelques-uns de nos voisins, voire même avec les États-Unis, hein. Même les anti-américains, peut-être qu'à ce moment-là, ils se diront ouais, on est peut-être mieux sous la protection américaine. Bon, mais de toute manière, c'est un débat qui est un débat d'esthète, puisque on a déjà les moyens actuellement de faire plein de choses. Et les moyens qu'on n'a pas encore, on peut les obtenir très facilement en ayant une volonté politique, sans sortir de l'Union européenne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que là, les souverainistes, il faut se réveiller là-dessus. Rodolphe Cart a l'air un peu conscient de ça, mais même pas complètement en réalité. On est face à une vague démographique totalement folle qui va nous balayer dans les décennies qui viennent. Alors peut-être pas nous-mêmes, mais en tout cas nos descendants, ils vont vivre ça. Ils vont vivre une France complètement tiers-mondisée en mode Afrique du Sud. Donc il y a un moment où là, on a l'urgence à traiter. La question qui importe le plus, c'est celle de la sauvegarde de notre substrat ethno-culturel français et européen. Le reste n'a que peu d'importance au regard de l'enjeu, puisque, je répète, hein, mais on est face à une vague tellement folle qu'on n'a pas le choix. On doit sauver ce qui peut l'être, parce que sinon, ça va très mal finir. Et là, je peux vous dire que, à force de vouloir sauver la souveraineté plutôt que l'identité, bah, on n'aura ni l'un ni l'autre. Voilà, on n'aura pas de souveraineté parce que de toute façon, on n'aura plus de pays, parce qu'on n'aura plus d'identité, parce que on sera devenu autre chose. Voilà, on sera devenu un pays du tiers-monde. Donc ça, c'est hors de question. C'est ça l'urgence. Et donc, on ne demande pas à ce que les souverainistes aillent complètement sur cette ligne-là, mais quand même qu'ils fassent plus d'efforts vers nous. Moi, je suis tout à fait capable d'entendre d'autres arguments. Je suis capable de discuter avec des souverainistes, d'échanger avec eux, de leur reconnaître des arguments parfois pertinents, etc. Enfin, on peut discuter de plein de choses, mais l'urgence, elle est dans la préservation de qui nous sommes. C'est ça le plus important. Bref, voilà pour le commentaire et l'analyse de cet ouvrage de Rodolphe Cart. Alors, il y a, je le répète, des choses avec lesquelles j'étais en accord. Hein, il y avait des choses intéressantes. Quand même, globalement, malgré tout, il tend la main aux identitaires, ce qui est assez intéressant. Mais de manière générale, je pense que la ligne qu'il a développée dans cet ouvrage est absolument catastrophique. On doit s'en éloigner au plus vite. Et c'est impensable que cette vision des choses ait une audience à droite. Je ne dis pas ça à la légère, c'est pas du tout contre Rodolphe Cart lui-même, hein, c'est la ligne en elle-même, c'est pas le seul à tenir cette ligne-là, hein, loin de là, malheureusement. Mais les dangers de cette ligne sont incroyables. Erreur dramatique sur la désignation de l'ennemi principal. On envoie nos forces contre la bourgeoisie, le libéralisme, le capitalisme, au lieu d'attaquer le gauchisme, cette idéologie complètement folle. Au lieu d'attaquer l'immigration extra-européenne, puisqu'on se dit, non, l'immigré, c'est aussi une victime quand on est Rodolphe Cart. C'est pas possible de tenir ce genre de discours. En plus, je pourrais dire plein de choses là-dessus. Dire que, par exemple, c'est la bourgeoisie qui a organisé la venue, bon, alors c'est complètement faux, parce que il y a donc, le gauchisme d'abord. Ensuite, il y a plein de lobbies différents. On a les lobbies religieux, il y a les lobbies juifs, les lobbies catholiques qui ont fait énormément de mal au pays, les lobbies protestants aussi. Et il y a également une volonté de ces immigrés eux-mêmes en tant qu'individus, qui a fait énormément pour ça, mais aussi une volonté de certains mouvements
qui sont dans une logique revancharde et/ou de colonisation, notamment les frères musulmans, etc. Il y a une volonté là. C'est multifactoriel tout ça. Donc accuser la bourgeoisie, c'est vraiment complètement faux. La bourgeoisie gauchisée, oui, une partie du patronat qui a vu son intérêt immédiat et puis qui malheureusement n'avait plus les barrières immunitaires qui existaient avant la victoire du gauchisme, oui aussi, a effectivement joué un rôle. Mais c'est pas du tout la seule chose. Et en réalité, s'il ne doit en rester qu'un seul ennemi contre lequel on doit déployer toutes nos forces, c'est vraiment cette idéologie gauchiste. Mais c'est évident que pour des gens qui se revendiquent ouvertement la lutte des classes, c'est complètement impensable. Bref, pour conclure, c'est de l'opposition entre les idées, de la confrontation libre entre les points de vue que naît la vérité. Donc ça, c'est hyper important de l'avoir en tête. Cette vidéo, elle est là, non pas pour clasher Rodolphe Carte, loin de là, mais pour tenter de faire émerger la bonne ligne qui permettra à la droite de séduire les masses et de sauver la France et l'Europe. Voilà, c'est ça l'objectif. Et en plus, ça permet de montrer les gros travers de la droite actuelle, dont le plus gros est sans doute cette incapacité à faire une mise à jour idéologique en accord avec l'évolution extraordinairement importante du monde dans les dernières décennies. Il y a encore trop de gens à droite qui regardent le monde d'aujourd'hui avec des visions idéologiques complètement datées et il faut que ça cesse. Voilà les amis, merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout. Pour ceux qui voudraient soutenir mon travail, vous avez en description le lien vers ma page Tipeee qui vous permet bien de me soutenir et en contrepartie de rejoindre la communauté Sunrise avec un canal Telegram très sympa, des vidéos exclusives et vous avez également pour me soutenir la possibilité d'acheter des œuvres exclusives pour Sunrise réalisées par des artistes patriotes qui sont disponibles donc sur le site sunriseshop.tube. Vous avez le lien en description également. Et voilà, vous avez 4 œuvres différentes, toutes magnifiques. Je vous invite à regarder tout ça et puis si ça vous plaît, à acheter. Voilà les amis, merci à vous et à très vite.